On se retrouve pour une émission spéciale, à la suite, du cessez-le-feu, à Gaza. Cessez-le-feu, justement, dont on va reparler parce que on va se poser des questions, de savoir s'il est vraiment respecté, si, il va tenir ou non. On va aussi parler, de Trump évidemment, de toutes les déclarations qu'il a pu faire par rapport à Gaza. Mais il n'y a pas que Gaza dans la vie, on va aussi parler de la Cisjordanie, et même de tous les sujets qui peuvent, toucher la Palestine et le combat pro-palestinien. On va faire ça avec Paul Hellec. Alors Paul Hellec, vous le connaissez sûrement, il est déjà passé sur la chaîne, il est chroniqueur notamment aux médias, il est, sociologue, tu es docteur, non, tu es en doctorat de sociologie plutôt, tu es pas encore docteur mais, tu es en train de faire ton doctorat et puis tu es surtout, un militant, alors tu me diras si je te qualifie mal, moi je dirais un militant communiste qui a, un combat particulier, quand même un rapport particulier à la Palestine parce que tu y as vécu, et que c'est un combat qui t'a beaucoup politisé, et donc un combat que tu connais quand même assez bien et tu viens ce soir pour nous parler de tout ça. Bon déjà, comment ça va Paul? Écoute, ça va. Je suis fatigué. J'ai donné cours ce matin et je bosse beaucoup en ce moment parce que comme tu dis, le doctorat, petite, incise, hein, mais c'est pas, toujours simple. On n'est pas toujours dans des conditions, de travail, idéales. On a, un vrai problème avec la coupe du budget de l'enseignement supérieur de 1,5 milliard d'euros. Donc voilà, là, c'est la propagande du militant, qui commence, mais voilà, fatigué et des conditions pas idéales, mais aussi un privilège, la recherche, hein, un privilège de prendre le temps, d'essayer d'étudier son temps, travailler sur des problématiques, qui nous intéressent au quotidien et d'être payé pour ça, quoi. Donc et oui, aïe, aïe, le chargé de TD, mais voilà, D'ailleurs, ouais, on en ça on en va et puis parlera oui, peut-être une autre fois de ça, hein. Ça peut être intéressant de parler des killabs et tout. Là, c'est pas le sujet du soir, mais c'est vrai que c'est un sujet, qui intéresse beaucoup de gens et en plus, j'ai l'impression, enfin, peut-être que c'est un biais parce qu'ils écrivent des commentaires, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'université, qui sont doctorants, qui sont chercheurs et tout, qui suivent la chaîne et qui auraient un mot à dire là-dessus et que ça intéresse. Du coup, ouais, est-ce que Faire tu Zoé dans le confirmes chat. ce que j'ai raconté du coup sur tes Ouais, histoires, ouais. de Ouais, militantisme? carrément. Ouais? Ce qui est vrai, c'est que donc moi, entre guillemets, hein, je rencontre la cause palestinienne quand je suis, militant de la jeunesse communiste. Moi, j'ai adhéré à la jeunesse communiste, autour de 2007, à Nice, quand j'habitais à Nice, parce que je suis originaire de là-bas. Et je me rappelle déjà les campagnes de libération, pour Salah Hamouri, pour Marwan Barghouti. Et c'était un engagement fort des jeunesses communistes historiques, hein, il faut bien leur reconnaître ça. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, je sais pas, quand tu as 15 ans et que enfin, je sais pas, je trouve que la cause palestinienne, c'est aussi un symbole pour toutes les luttes, hein. J'ai eu l'habitude de le dire, mais ils ont tout essayé, toute forme de mobilisation, des plus pacifistes à certaines plus violentes. Ils concentrent l'ensemble ils sont un espèce d'héritage commun pour le monde des luttes, à l'échelle de la planète. C'est peut-être pour ça aussi que par rapport à d'autres situations, la lumière est quand même plus forte sur ce qui s'y passe, hein, même s'il y a de la propagande, et cetera. Et ouais, du coup, j'ai un rapport particulier parce qu'en fait, moi, avant de faire de la sociologie et de commencer ma thèse et de faire d'autres trucs, j'ai fait un master en relations internationales sur le Moyen-Orient. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, en fait, que je suis parti et ayant terminé mes études, j'ai pu rester travailler, hein, pendant sur place. Si je suis resté aussi longtemps, c'est parce que je travaillais. Et bon, je dis pas ça pour me la péter, hein, mais c'est pour, par rapport à ce qu'on va se dire sur la Cisjordanie. Voilà, j'ai eu un travail dans lequel on a notamment organisé différents dossiers, listage, enfin, je sais plus parler, mais on a fait la liste d'exécutions extrajudiciaires, enfin d'un certain nombre de violations des droits de l'homme. J'ai travaillé en lien avec, un service juridique et des associations sur place de lutte contre la colonisation. Et voilà, c'est à mon avis, ça qui m'a fait, enfin, rester longtemps sur place, comme travail dans une organisation palestinienne. Mais bref, je parle déjà trop, c'est l'intro. C'est Non, mais c'était quand déjà, ça pour qu'on se remette? Tu revenu quand en France? Alors, il y a un moment quand même, hein, parce que en gros, c'était entre 2015 et 2017. En 2015, je pars pour, 6 mois d'abord, hein. Je reviens brièvement, en France, pour quelques mois, juste finir mon master 2, et ensuite je repars 1 an et demi. Donc voilà, en D'accord, fait, ouais. c'est entre 2015 et 2017, et je suis rentré en 2017, je suis rentré, je pense, en décembre 2017 parce que j'avais pas les moyens de rester.
Ni les moyens, financiers, je pense, parce que voilà, j'étais payé, peu et voilà et deuxièmement parce que sur place aussi, les autorités israéliennes ont refusé de me redonner un visa, que ma situation a été plus compliquée. Je me suis retrouvé un moment, sans papier, pendant plusieurs mois, dans un pays où il y a des checkpoints tous les 2 kilomètres. Enfin bref, ça commençait à être compliqué, quoi. Ouais, ouais, tu où? Tu où en Cisjordanie? Moi, j'étais à Al Khalil, en Hébron, hein, qui est une ville à une trentaine de kilomètres, je dirais, de Jérusalem et qui est connue, pour sa situation particulièrement difficile parce que dans le cadre de la colonisation, on a souvent, les images en tête de colonies qui s'installent autour des villages, qui permet d'assurer un contrôle stratégique des villes, notamment quand on y implante de la présence militaire. Mais à Hébron, la colonisation, elle s'est faite au centre de la ville même, au centre-ville même et pour des raisons idéologiques, c'est disons-nous le berceau, hein, du mouvement pour la colonisation de la Cisjordanie et du berceau de l'extrême droite, hein. La LDJ fait par exemple des pèlerinages chaque année, la moitié des partis, politiques d'extrême droite israéliens ont vraiment, je veux dire, un ancrage et souvent été créés sur place, notamment la droite fasciste israélienne dont on parle et en fait, il y a cette situation particulière que Hébron est une ville où l'apartheid est physiquement, indéniable. C'est-à-dire qu'il y a des rues qui sont interdites aux Palestiniens, autorisées seulement aux étrangers, comment dire? Ou aux citoyens, israéliens, quoique certains colons ne sont même pas citoyens israéliens. Il y a voilà des rues séparées, des grillages au-dessus des rues, hein, qui séparent, certaines habitations où des colons ont pris, possession des lieux et de l'autre côté, les Palestiniens et qui, est aussi, une ville particulière parce que et après j'arrête, je peux parler des heures de ça, mais c'est une ville, où au cœur de la ville, il y a le tombeau des patriarches, donc le tombeau supposé de Abraham et sa famille et qui a donc été un lieu, important pour les 3 monothéismes et voilà, du coup, qui explique qu'il y a aussi une histoire, en fait, de centenaire, hein, de coexistence entre différentes communautés et si tu veux, le mouvement des colons d'extrême droite a instrumentalisé, l'histoire d'une communauté juive qui a toujours, été implantée, dans cette ville, hein, pour pouvoir justifier le vol de bâtiments et cetera et contrairement à l'histoire plutôt, j'allais dire, plutôt pacifiée qu'il y a eu, comment dire, entre la communauté juive et musulmane locale. Parce que bon, en fait, si on veut, à l'époque, la communauté juive, c'était des Palestiniens qui parlaient arabe et cetera. Mais dans les années 20, il y a quand même eu un massacre de la communauté juive en 1929. Donc voilà, je veux dire, si on a des questions là-dessus, on pourra faire des éléments, mais c'est une ville particulièrement explosive et particulièrement compliquée. Ouais, ouais. Pour te mettre à l'aise, parce que je pense que tu pas habitué au live, tu peux faire des tunnels ultra longs. Moi, tu sais, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Chris de Position Revue avec Dr Zoé. Ils peuvent prendre la parole 15 minutes de suite, il y a pas de souci. Donc t'es pas dans un média où le temps est compté et tout. En vrai, je pense que les gens, ils aiment bien, hein, les petites anecdotes. Et surtout, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs, parce qu'on t'entend déjà ailleurs. Donc vraiment lâche-toi si tu as envie de dire des trucs et tout, il y a aucun souci. Parce que je pense que c'est vraiment le lieu où tu peux le faire. Tu vois, après, ça dépend si t'as pas le temps ou pas l'envie, il y a pas de souci. Mais tu peux faire ça, il y a pas de problème, hein. Non, non, c'est pour me démarquer de Position Revue. À une qui ressemblait à Docteur Zoé. Pourquoi pas? Je dis ça parce qu'elle est dans le chat et qu'elle m'a promis de me troller, mais c'est pour pas ressembler à Position Revue, que j'adore et que j'embrasse, hein, mais juste j'avais envie d'être méchant avec lui. Ouais, ouais. Donc du coup, ce qu'on va faire peut-être, c'est reprendre de manière chronologique tout ce qui s'est passé depuis 1948, non, tout ce qui s'est passé depuis le cessez-le-feu, avec notamment le cessez-le-feu, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelles sont les perspectives, notamment à Gaza et en Cisjordanie, avec des perspectives qui évidemment sont pas évidentes parce que tout bouge assez rapidement. Il y a Trump qui fait du Trump, donc il balance des dingueries, on sait pas trop s'il va le faire ou pas. Mais voilà, on pourrait revenir déjà au cessez-le-feu, aux conditions du cessez-le-feu. Est-ce que ça a été respecté? Qui là-dedans était gagnant? Est-ce que les deux parties, de toute façon, étaient obligées de faire ce cessez-le-feu? Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à tout ça? Le fait que moi, ce que je vous propose, c'est une vision de comment j'analyse la chose, qui bien entendu n'est pas nécessairement, je veux dire, enfin, je veux dire, c'est ma vision de la chose. Il faut pas le prendre comme une vérité révélée, quoi. Parce qu'on est aussi dans l'interprétation, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de source diplomatique, je suis, voilà, c'est à partir de la presse,
à partir de mes connexions sur place et de ce que je peux reconstituer. Mais bon, résumons d'abord, avant de parler de la situation politique du cessez-le-feu, c'était quoi le cessez-le-feu? Donc pour rappeler en quelques mots, hein, c'est un accord qui est passé le 15 janvier, ok, et qui rentre en application le 19 janvier. Cet accord, il arrive à la fin de l'administration Biden et au moment où on a déjà un président élu, president-elect, aux États-Unis, qui est Donald Trump, hein, et après l'échec de plusieurs tentatives de cessez-le-feu relativement sur le même modèle que celui dont on va parler là, et un échec que, alors là, la presse israélienne est formelle, y compris la presse américaine aussi. Vous regardez le New York Times, etc. On a des commentaires de différents diplomates israéliens qui disent Netanyahou a fait échouer à de nombreuses reprises le cessez-le-feu. En fait, c'est un texte, hein, qui est une négociation via la médiation du Qatar, de l'Égypte et des Nations Unies, et qui a été systématiquement annoncé, etc. Et où on a Netanyahou qui a vraiment tout pour le faire échouer. Et je vais essayer de donner quelques éléments plus tard pour expliquer pourquoi, hein, mais ça tient aussi relativement à la taille de sa coalition politique au gouvernement, puisque ça vous a pas échappé que comment dire? Il y avait l'extrême droite encore plus radicale, j'allais dire, que Netanyahou qui, a eu des postes très importants dans son gouvernement et qu'en fait, si on regarde de près, la situation politique israélienne, que je connais moins, hein, que la situation palestinienne, mais forcément on s'y intéresse, quand on regarde les 2. Et il y a une crise politique en Israël, hein, dans les 7-8 dernières années, il y a eu 4 à 5 fois des élections, donc systématiquement une instabilité parce qu'ils ont un système particulier, hein, avec une proportionnelle, avec un très faible seuil d'entrée et comment dire? Une difficulté en fait à former une stabilité et une crise, hein, qui est liée aussi à, en tout cas, une grosse mobilisation d'une partie de la population israélienne. On s'en rappelle peu, mais avant le 7 octobre, notamment sur des questions, hein, de transformation de la Cour suprême israélienne. Bon, la première phase, elle devait durer 42 jours, c'est-à-dire 6 semaines. Dans cette première phase, il y a 33 otages israéliens qui devaient être libérés contre des prisonniers politiques palestiniens. Avec l'idée Oh là là, il que, dit pas otage dès l palestinien. Pourquoi tu fais ton France Info, toi? alors c'est pas une question de ça, c'est que moi je j'ai pas du tout de problème avec l'appellation d'otage pour les Palestiniens, hein, mais je crois que le terme de prisonnier politique, est plus fort, dans sa signification parce qu'il, désigne exactement ce dont on parle. Ils sont, prisonniers du fait, hein, de leur statut. À savoir de gens qui activement, s'organisent pour pouvoir, vivre dans leur société, selon leurs droits, enfin respecter leurs droits, leur, volonté de comment dire? De voir leur droit à l'autodétermination se réaliser et où, on est donc dans leur arrestation sous un phénomène d'oppression politique, hein et otage peut être, beaucoup plus dépolitisant, hein. Je veux dire, je peux prendre en otage, un comment dire? Quelqu'un en face de chez moi pour, bien d'autres raisons qu'une raison politique précise, qui est la dénonciation du système colonial israélien. Mais, du coup, on avait donc première phase du cessez-le-feu, 33 otages, israéliens qui devaient être libérés contre nombre de prisonniers politiques palestiniens. 3 l'ont été le premier jour et on devait donc dans ces 2 premiers jours, hein, avoir, cette libération avec une priorisation chez les otages israéliens des, personnes jugées les plus fragiles, avec, enfants, femmes et hommes âgés ou, ayant des complications médicales, hein. C'était ça, le plan et ça, c'est la première phase avec une augmentation, de l'aide humanitaire, de livraison de matériel, notamment de matériel d'hébergement et de médicaments et enfin d'énergie. Ça, c'est les 3 grands sujets, sur, l'énergie. Pourquoi? Parce que comment dire? Tous les équipements, hein, ils sont, comment dire? En gros, généralement, on a besoin de pétrole et pour créer de l'énergie, parce qu'on a des vrais problèmes de perte d'électricité sur place et donc on fonctionne avec des générateurs comme ça. À partir du 16e jour du cessez-le-feu, c'est-à-dire, normalement dans les dates lundi de cette semaine, il devait y avoir le début d'une autre phase de négociation, qui était la phase de négociation pour la seconde et troisième partie. En gros, la deuxième phase est censée être la clôture, hein, de cet échange otage contre prisonnier. Donc en gros, l'ensemble du reste des otages, y compris, comment dire? Les personnels militaires,
comment dire, qui seraient pris en otage, qui seraient encore parmi les otages et de l'autre côté, la suite de la liste des prisonniers palestiniens qui ont été, comment dire, choisis dans l'appel. Je crois que on parle de 1904-1906 prisonniers, hein, ou environ 2000 quoi. Mmh. Et déjà, hein, là, il y avait des profils qui tiquaient parce que certains, comment dire, les Israéliens disaient: «On négociera au cas par cas», parce que certains ont été condamnés, et en gros, des noms ont été mis sur la liste par principe, mais les Israéliens n'étaient pas sûrs qu'ils accepteraient tel et tel profil. Bon, et le but, hein, c'était que une fois qu'il y ait cette perpétuation de l'accord, hein, de la continuation de l'échange, et cetera, on arrive à une troisième phase, et la troisième phase, elle comportait 2 éléments. D'abord, hein, la remise des dépouilles aussi des personnes qui sont, décédées, parce que même les Israéliens dans leurs sources disent, dans les 70 otages qui restent, il y en a sans doute 30 qu'ils estiment être décédés, et y compris de dépouilles aussi de prisonniers palestiniens ou de Palestiniens en général, parce que ça semble un peu invraisemblable ça, mais la rétention, hein, de dépouilles est quelque chose d'extrêmement courant, comment dire, sur place, et notamment de la part des occupations israéliennes, de l'occupation israélienne, des forces d'occupation, qui, voilà, qui savent que aussi, hein, dans les rites religieux, alors, on me corrigera le chat si je me trompe, mais notamment en islam, on doit enterrer assez rapidement, hein, les individus. Bon, et donc du coup, ça pèse lourd, comment dire? Dans la psyché collective. Bon, et cette troisième phase est importante parce qu'en dehors de cette question, hein, de l'échange des dernières dépouilles, c'était la question, de qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on commence à avoir, un retrait des troupes. Dans la deuxième phase, on est censé négocier un certain nombre de retraits de mouvements de troupes, et la troisième, en fait, c'est la discussion politique sur si c'est pas un cessez-le-feu au sens de trêve, c'est-à-dire cessation, de comment dire? De la puissance, armée, temporaire, mais on va vers une paix durable. C'était le terme que voulait utiliser, je crois, Joe Biden à l'époque. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut de nouveau que se pose la question politique, hein, pas les objectifs militaires absurdes de Netanyahou, détruire le Hamas, et cetera. On parle de qu'est-ce qu'on fait de Gaza? Qui a la souveraineté sur Gaza? Qui, va, comment dire, participer à l'organisation sociale nécessaire à la production d'une reconstruction de ce territoire? Qu'est-ce qu'on fait des 2 millions de personnes qui ont été, comment dire, déplacées? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de Gaza? Et ça, c'est la question fondamentale, hein, de la phase. La première chose qu'il faut tirer comme conséquence politique, et de pourquoi, malgré le fait que Netanyahou ait essayé de le faire échouer plein de fois, là, ça s'est fait, c'est qu'au moment où Netanyahou, il annonce, hein, l'accord avec le Hamas, il perd, comment dire, du poids politique immédiatement, comment dire, dans sa coalition. En gros, il y a 3 ministres qui démissionnent. Il y a le ministre de la sécurité nationale, Ben Gvir, qui est peut-être un des plus connus, de la droite fasciste israélienne. Il y a le ministre du patrimoine, Amichai Eliyahu, qui est, lui, s'était fait connaître par des déclarations, mais enfin voilà, genre, de propos comment dire? De valorisation du génocide très clairement, et de provocation particulière. Et il y avait, le ministre de la Galilée, de la Résilience nationale, Yitzhak Wasserlov. Donc en gros, ce départ de ce parti d'extrême droite, au gouvernement, fait passer la coalition de Netanyahou de 68 sièges sur 120 à 62 ou 63. Donc 62 ou 63, c'est parce que entre le parti sioniste religieux et comment dire? Et le parti de Ben Gvir qui s'appelle, Otzama Yehudi, donc Force juive, il y avait un accord électoral pour se présenter ensemble au parlement. Donc en gros, quand ils ont démissionné, on ne sait plus très bien en fonction d'eux qui va siéger au parlement ou pas. Bref, en gros, ils ont démissionné. C'est ça qu'il faut le dire, parce que eux, ils sont sur une optique de surenchère, de guerre totale. Le discours qu'a tenu Netanyahou, hein, pour montrer, comment dire? Sa force, mais eux, ils veulent le tenir, et ils sont dans une optique de ne pas assumer, ce cessez-le-feu, parce que depuis le départ, eux, ils disent qu'il faut absolument aucun compromis, et ils sont poussés en plus par, bah, toute la droite, l'extrême droite, et les milieux de colons, extrêmement forts, qui poussent à ça, hein. Je rappelle qu'on a quand même eu des gens qui se sont organisés pour empêcher les camions humanitaires de passer dans Gaza, qui ont manifesté contre les accords, et cetera, de la part de l'extrême droite. Et s'ils ont démissionné, ils n'ont pas dit qu'ils ne soutiendraient pas le gouvernement. Mais enfin, voilà, ils sont dans une espèce de. On passe en mode soutien critique, et ça affaiblit déjà Netanyahou sur le plan politique.
Deuxième chose, il y a ce qui s'est annoncé avec Trump. En fait, on a eu 2 déclarations, hein. La semaine dernière, on a Trump qui dit: «On va faire de Gaza, comment dire? Une Côte d'Azur, un projet, touristique, c'est magnifique» et cetera. Et il y a le fait qu'en dehors de la folie de ce propos, hein, qui présente, un projet de nettoyage ethnique, dans, comment dire? Sous la forme d'un projet immobilier, d'un projet touristique, on a une confirmation de ce propos plus tard. Donc, pour faire les choses dans l'ordre, quand Trump dit ça, c'est au moment où Netanyahou, et donc, je veux On dire, n'a pas c'est entendu pas ce que tu as dit. neutre C'est quand d'annoncer. Trump dit ça, c'est au moment où Netanyahou dit quoi? Netanyahou est aux États-Unis, il est accompagné, Ah oui. Mmh. comment dire? Il est venu rencontrer le président, donc ça n'est pas neutre. Mmh. Trump dit pas une dinguerie comme ça. Trump dit ça dans le cadre d'une discussion qu'il vient d'avoir avec, Netanyahou. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, Trump se fait le porte-voix des rêves les plus fous de l'extrême droite israélienne. Mmh. L'extrême droite israélienne qui est dans une mentalité particulière, hein, bien entendu, ils veulent, comment dire? Étendre le projet colonial bien au-delà des frontières et du Jourdain et de la mer. Enfin, je veux dire, ils si on écoute une partie de l'extrême droite, il faut aller aussi, jusqu'à l'Euphrate et le Sinaï. Enfin, c'est vraiment le rêve, du projet colonial de l'extrême droite. Mais l'extrême droite est particulièrement mobilisée aussi sur la question de Gaza parce qu'il y a un traumatisme particulier, pour l'extrême droite. C'est le fait qu'en 2005, Aaron, qui, va déménager les colonies, qui existaient, à Gaza, hein, dans le cadre d'une réflexion stratégique où il dit: «Gaza est ingouvernable». Lui-même, Sharon, si je ne m'abuse sur les dates, entre 67 et 71 ou 72, il était le gouverneur militaire chargé de ce qu'on a appelé le nettoyage de la bande de Gaza. En gros, hein, comment dire? De faire la répression des militants politiques parce que Gaza a toujours été un haut lieu, hein, de l'organisation politique palestinienne. C'est d'ailleurs de là que partira la première intifada en 87. Et du coup, voilà, ils ont dit: «On va sortir de Gaza», et c'est à ce moment-là que le blocus va arriver. En gros, on n'occupe pas Gaza pour ne pas se faire reconnaître comme puissance occupante, ça c'est la ligne israélienne. Mais par contre, on fait un blocus et on enferme Gaza, hein. Et ceux-ci, 2005, ils s'en vont, et 2006, après, il y a les élections et il y a, le Hamas qui, s'empare de la bande de Gaza. On rentrera dans les détails si besoin. Donc l'extrême droite est vraiment très trigger sur cette question, et c'est son rêve depuis le départ, hein, comment dire? Il y a une partie de l'extrême droite, israélienne qui s'est forgée sur ce truc de retourner à Gaza, revenir sur, coloniser, ce territoire. Bon, on en arrive à la situation actuelle, donc on se rend bien compte que la déclaration de Trump, qui non seulement est une proposition officielle de nettoyage ethnique pour un peuple qui vient de subir, un génocide et qui continue de le subir, hein, mais qui en plus dans son histoire est marqué par le nettoyage ethnique en permanence. Parce que toute l'histoire du peuple palestinien, c'est l'histoire du nettoyage ethnique. De la même manière que toute l'histoire de l'État colonial israélien, c'est l'histoire d'un nettoyage ethnique pour pouvoir virer les Palestiniens. Hein, je rappelle que la Nakba, le mot qui est utilisé pour parler de la création de l'État d'Israël en 1948, c'est 800 000 personnes à minima qui sont exilées, hein, et que notamment les gens qui vont constituer une partie de la population gazaoui, parce qu'une grande partie d'entre eux sont des réfugiés, de descendants de gens qui ont fui, hein, des villes, des villages, énormément de localités qui ont été complètement détruites, effacées. Ce phénomène de nettoyage ethnique va se reproduire à de multiples reprises parce que c'est comme ça, hein, que se construit l'État colonial israélien. Et donc du coup, cette proposition américaine, bien entendu, elle met de l'huile sur le feu, hein. Et elle intervient à un moment, cette semaine, l'information que le Hamas, explique que, alors que pour l'instant seulement 16 otages sur les 33 qui devaient être échangés ont été échangés, ils, vont, alors je sais plus, en anglais ils disent to delay, ils Retardé? reportent, voilà, c'est ça le terme. Ouais, ils retardent la libération de 3 otages qui étaient prévus le samedi, 16, février, donc c'est-à-dire demain. OK? D'où la déclaration aussi de Trump qui dit: «Mais s'il les libère pas tous samedi, on déclenchera l'enfer, Netanyahou peut rompre le cessez-le-feu, ils peuvent recommencer les combats», hein. Donc on voit bien que là, le cessez-le-feu, encore une fois, hein, qui était quand même une large illusion, parce qu'on va parler de ce qui s'est passé en Cisjordanie quand ils ont lancé cessez-le-feu, mais il est sous pression politique, et encore une fois, la question, c'est le rapport de force politique, hein, comment dire?
Et en gros, le Hamas dit, nous, on retarde l'échange parce qu'il y a des violations enfin, dire, du cessez-le-feu de la part d'Israël. En gros, ils ont, via leur médiateur du Qatar et de l'Égypte, envoyé un rapport où ils disent, nous, on liste 269 violations du cessez-le-feu de la part de l'occupation israélienne. Donc, alors après, vous y croyez, vous n'y croyez pas, mais dans la liste des violations, ils font plein de choses. Ils parlent de mouvements de troupes qui n'étaient pas censés se passer, notamment au sud, dans ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire en gros l'endroit où il y a la frontière entre Rafah, qui est au sud, et l'Égypte. Ils parlent d'une violation en termes de l'aide humanitaire qui est censée rentrer. Donc, ils disent il y a eu 8500 camions au lieu des 12 000 qui devaient rentrer. Il y a eu que 10% des tentes qui devaient être livrées. Il y a 200 000 tentes qui étaient censées être livrées pour pouvoir en fait mettre les habitants dans un habitat certes très précaire, mais au moins dans des tentes humanitaires prévues à cet effet. Pareil sur enfin, dire, les habitations mobiles. Alors, je sais plus, c'est des unités mobiles pour loger les gens. Et je continue, enfin la même chose sur les produits humanitaires, sur l'énergie, hein, la possibilité d'avoir accès aussi à comment on appelle ça? Des biens médicaux en fait qui sont utilisés puisque je veux dire, je sais que vous en avez déjà parlé avec Docteur Zoé ou avec d'autres, la situation, hein, des professionnels de santé, enfin que dénoncent les professionnels de santé est absolument apocalyptique, d'un point de vue, je veux dire de conditions pour pouvoir soigner, hein. Et du coup, bon, ce que je là, ce truc de on retarde la libération, c'est qu'en gros, ils disent, voilà, le cessez-le-feu comment dire, n'est pas respecté et en même temps, ils subissent la pression immense de la proposition américaine qui est en train de dire: «Il n'y aura pas d'avenir palestinien à Gaza. Il n'y aura pas d'avenir palestinien à Gaza. Il n'y a pas d'avenir pour les Gazaouis à Gaza». C'est quand même ça qui est dit, hein. Donc, c'est un signe diplomatique. Eux-mêmes, leurs porte-parole disent: «Nous avons fait ça pour prévenir qu'il faut arrêter avec les violations du cessez-le-feu». Voilà. Et de l'autre côté, je pense du côté israélien, bah, encore une fois, hein, je veux dire, c'est trouver pour Netanyahou un moyen de retomber sur ses pieds, à savoir faire en sorte que le cessez-le-feu dont il ne voulait pas apparaisse pour ce qu'il est, hein, pas un accord permanent. C'est là où l'extrême droite avait dit: si le cessez-le-feu se dirige vers un accord permanent, c'est pas simplement qu'on ne participera pas au gouvernement, mais on fera tomber le gouvernement. Enfin, en tout cas, on sortira de la coalition et on provoquera des élections. Et je rappelle que Netanyahou, il est, comment dire, dans une difficulté politique immense. Donc, quelqu'un dit: «Moi, j'aurais désolé, mais j'aurais stoppé l'accord directement». Voilà, moi, je pense qu'on ne peut pas juger dans le sens où, enfin, je veux dire, moi, au début, j'ai eu du mal à dire, le cessez-le-feu, c'est une illusion parce que je comprends que pour des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu en termes de déchaînement des forces armées et de la puissance de mort, sur leur vie, je veux dire, 1 jour sans combat, 2 heures sans combat, c'est déjà, quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement appréciable. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte de la fatigue que, l'épuisement émotionnel que c'est parce que c'est une destruction permanente, mais de tout en fait, les cimetières, les hôpitaux, ce que vous voulez. Et puis tu sais, tu Mais, as parlé de fait des soignants, mais il y en avait qui disaient, qu'ils avaient fait beaucoup d'humanitaire et qu'ils avaient jamais vu ça, tu vois? Que genre c'était une situation abominable, genre vraiment que c'était beaucoup plus dur que d'autres situations qu'ils avaient vécues où c'était déjà, la catastrophe, tu vois? Donc c'est vrai qu'on peut c'est quoi? C'est facile de juger nous depuis notre position d'Européens, quand tu as vécu 1 an et demi de guerre, ce que ça peut faire de signer un accord de paix d'ailleurs qui avait été, fêté, hein, par les Palestiniens ce cessez-le-feu, hein. oui, complètement. On a vu des scènes de liesse parce qu'en fait, je dis encore une fois, hein, je veux dire quand une seule minute de pause, un soulagement dans lequel on peut essayer d'y croire, c'est important, quoi. Après ce qui est vrai, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la question, hein, du très mal nommé conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire qu'en fait la question, hein, de l'affrontement colonial entre la puissance colonisatrice, qui est Israël et le peuple palestinien est en fait, une guerre permanente dont les bornes ne peuvent pas être données à travers juste les moments où il y a des confrontations, hein, militaires ou des confrontations violentes. Moi, dans les 2 ans où je suis resté, il y a eu des moments où il y a eu des «explosions» entre guillemets de violence, au sens d'affrontement direct et des moments où il y avait pas d'affrontement direct massif et en même temps,
il y avait quand même de la violence. Il y avait un système institutionnel de la violence. Et en fait, la guerre psychologique, la guerre sur la terre, etc., elle était en continu. Et c'est ça que je veux dire par illusion de cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je pense que le terme juste, c'est trêve. Une trêve, une cessation temporaire des hostilités. Je vais pas dire trêve parce qu'en fait, tous les gens qui travaillent sur les accords entre le Hamas et Israël montrent que le Hamas utilise le terme de Houdna, qui est une vision dans le droit islamique de la trêve. Et donc, on va me traiter d'islamiste si je fais ça. Et je savais qu'en venant sur ta chaîne pour parler de ça, j'allais être mis dans la sauce. Mais en tout cas, cessation temporaire d'un front pendant que le front colonial, lui, ne cesse pas. Parce que, c'est ça la deuxième situation, pour parler, c'est que au moment où on dit qu'il y a cessez-le-feu, s'organise une nouvelle opération en Cisjordanie. Alors en vérité, hein, cette opération, c'est une opération particulière, mais depuis le 7 octobre, la situation en Cisjordanie est également extrêmement compliquée. Elle était déjà quand je vivais là-bas, mais enfin, en fait, on parle d'un territoire qui est en état de siège permanent. Et depuis le 7 octobre, c'est multiplication, comment dire, des couvre-feux, des limitations de déplacement, multiplication, hein, comment dire, des opérations militaires et d'infiltration, comment dire, de l'armée israélienne dans des zones où ils sont censés ne pas aller selon les accords d'Oslo qui ont été, mais comment dire, balayés de la main depuis des décennies. On a une multiplication des actions violentes de la part des colons, hein, qui ont toujours existé de façon, on va dire, de moins en moins sporadique et de façon de plus en plus organisée et systématique. Et on parle, hein, vraiment d'attaques de villages avec des armes, avec des objets incendiaires, de harcèlement permanent, enfin, et où tout Palestinien est une cible, hein. Et donc la Cisjordanie, en fait, voilà, comment dire, en état de siège. Et là, comment dire, quand on parle d'une nouvelle opération, on parle, comment dire, d'une opération d'ampleur. C'est-à-dire que, de fait, le dégagement de forces militaires, hein, comment dire, à Gaza a permis, comment dire, d'augmenter les soldats qu'on y envoie. Je rappelle que c'était un peu l'inverse, hein, que le 7 octobre, beaucoup de spécialistes montrent que la capacité, comment dire, des organisations palestiniennes comment dire, de lancer, comment dire, leur attaque et le massacre du festival, etc., est lié aussi sans doute à une surmobilisation des troupes en Cisjordanie sur la question de la colonisation de la Cisjordanie et comment dire, une sous-évaluation du risque sécuritaire à Gaza. Bon, et du coup, en Cisjordanie, là, il lance une opération qui s'appelle Muraille de fer. OK? Muraille de fer, c'est pas un terme qui me semble neutre. Alors, j'ai aucune preuve que c'est en lien avec ça qu'il le fait, mais ça me semblerait bizarre que ce soit pas le cas. Muraille de fer, c'est le nom d'un ouvrage de 1923 qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelait Vladimir Jabotinsky. Vladimir Jabotinsky, c'était un des leaders de la droite nationaliste la plus radicale du mouvement sioniste. OK? Je vous enverrai, si je le retrouve dans le chat tout à l'heure, mais il y a un article du Monde Diplo qui le résume bien. Je crois que c'est Dominique Vidal qui l'a écrit. Ce type-là, s'il ne lui-même ne se revendiquait pas fasciste, Mussolini considérait que c'était un fasciste. C'est-à-dire que quand Mussolini vous dit: «Vous êtes un fasciste», il y a quand même voilà, Ben Gurion, le père fondateur, hein, de l'État colonial israélien, l'appelait Vladimir Hitler. OK? Donc là, il y a pas de doute non plus sur la qualification. Je veux dire, ce type-là, c'est le maître à penser vraiment, c'est le modèle idéologique du père de Benjamin Netanyahou. Et Netanyahou, vraiment, c'est cette filiation de cette histoire-là de la droite israélienne nationaliste, comment dire, dans laquelle il a été formé politiquement. Et du coup, pourquoi il écrit ce bouquin en 1923? L'idée de la muraille de fer, c'est de dire, en gros, nous allons coloniser, hein, la Palestine, puisque en fait, ils ont vendu l'établissement d'un foyer national juif sur la terre de Palestine comme un projet colonial, hein. Ils ont vendu aux Occidentaux, aux empires coloniaux, la possibilité d'avoir un bastion de l'Occident face à ce qu'ils appelaient la barbarie, en gros, l'Orient, quoi. Mais, comment Ce qui est dire, toujours le même discours Vladimir d'ailleurs. Jabotinsky. Quoi? Ce qui est toujours le même discours d'ailleurs, hein. Absolument. Mais Vladimir Jabotinsky, dans un élan de sincérité, on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les textes de l'époque, comment dire, cette sincérité. Ils disent: «Les gens sur place ne vont pas se laisser faire». OK? Les gens n'accepteront jamais ce qui se passe.
Donc Vladimir Jablonski, quand il écrit ce livre, il dit: «Il faut se placer sous la protection d'une puissance étrangère, c'est-à-dire d'une muraille de fer qui protège notre action pour s'assurer de l'établissement, d'un foyer national juif». Et en fait, c'est ça la muraille de fer, hein, c'est cette protection d'une puissance étrangère qui vient repousser, l'adversaire dont on saisit les terres et dont, comment dire? On s'empare, hein, de son pays, hein. Bon, et typiquement, je veux dire, c'est littéralement le rôle que les États-Unis jouent aujourd'hui, hein, pour l'État d'Israël. Mais surtout, donc quand on utilise une opération militaire, le nom de code muraille de fer, ça me semble impossible que ça soit, je veux dire, un hasard vu tous ces éléments. Après, bon, peut-être que ce serait le cas, mais enfin, je ne On sent le comment dire? complotiste chez En toi Israël, quand même. Tu non, mais supputes, en Israël, c'est voilà. connu. C'est connu dans Ouais, la bien sûr. droite, israélienne, tu vois? Je me rappelle même plus, je crois que j'ai un camarade, mais ça, j'ai pas vérifié, donc c'est un camarade qui me disait que le siège du Likoud a pu s'appeler un jour Jabotinsky ou je sais pas quoi. Ça, à vérifier, ça, c'est peut-être la partie complotiste. Bref, tout ça pour dire, On veut y croire. Nous, opération on y croit, il y militaire. a pas de note de la communauté Twitter, donc on y croit. Opération militaire, pourquoi je dis d'ampleur? C'est que d'abord, on arrive à voir depuis le 7 octobre aussi une multiplication d'actions militaires avec des moyens, militaires, supplémentaires au sens de maintenant frappe de drone et frappe de l'aviation sur la Cisjordanie. OK? Hein, ce qui réveille, la peur, d'une situation comme Gaza pour les habitants de la Cisjordanie, mais enfin qui montre le niveau d'intensification militaire. On a, et la presse israélienne le confirme, hein, je fais exprès d'à chaque fois aller se trouver dans la presse israélienne pour pouvoir, genre, avoir des informations que, je veux dire, ne paraîtront pas contestables, des règles d'engagement militaire qui ont été diminuées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire les règles d'engagement? C'est-à-dire, comment dire? Que, la possibilité de tirer, en fait, les règles d'engagement, donc, a été abaissée à des minimums. En gros, ils ont expliqué que toute personne susceptible d'utiliser un engin explosif, de pouvoir essayer de saboter une route, ou etc., ou de pouvoir cacher une arme, est une cible potentielle. Et ce qui se passe concrètement dans la réalité, c'est qu'en gros, tout Palestinien devient une cible. Et c'est pour ça que dans un certain nombre d'endroits en Cisjordanie, y compris à Jénine, ou ailleurs, il y a eu des exécutions en fait, de jeunes personnes, d'enfants, etc. Ah, c'est bon, je vais arrêter de dire OK, merci le chat. Tu devrais faire Hem, comme Chris, tu lis pas le chat. Je lis le chat pour toi si tu veux. Ça marche. Mais non, mais j'aime bien pour voir un peu. Bien sûr, bien sûr. Donc, opération militaire qui, a déjà, déplacé 40 000 personnes. OK. Sans compter le fait que, je l'ai dit, ça n'a pas commencé aussi juste là, cette opération militaire. Il y avait, depuis le 7 octobre, là, en décembre dernier, en décembre 2024, l'ONU a publié des chiffres qui sont encore pas mis à jour, hein, parce qu'on est déjà en février, mais qui disaient que depuis le 7 octobre 2023 donc, il y avait eu plus de 850 morts en Cisjordanie, environ, 20 000 blessés et des milliers d'arrestations, hein. La Société des prisonniers palestiniens, dit qu'il y a eu, différentes vagues d'arrestations avec ce qu'on sait que ça a pour conséquence, hein. Torture, systématique, et cetera. Donc la Cisjordanie est dans une situation où, ah oui, il y a un dernier élément que j'ai pas dit, mais il y a eu des saisies de terres historique. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais plus combien c'est, d'hectares qui ont été saisis, mais on n'a pas vu ces records, hein, de «légalisation» entre guillemets, du point de vue israélien, du vol de certaines terres à des niveaux qu'on n'avait pas vus en 15-20 ans. Donc, je veux dire le front colonial en Cisjordanie est absolument grand ouvert. Et toute la question, c'est que si officiellement la Cisjordanie est déjà totalement sous contrôle militaire israélien en vérité, la question c'est dans quelle mesure, l'État Israël veut légaliser, alors ça sera jamais légal au niveau du droit international, mais légaliser l'annexion. En gros, comme ils l'ont fait pour Jérusalem. Je rappelle que pendant la première présidence Trump, eh ben, il y a, comment dire? Jérusalem qui a été reconnue par l'administration américaine et au contraire du droit international comme la capitale, hein, de l'État d'Israël. Et là, l'idée, ça serait de faire une annexion pure et simple, de la Cisjordanie, même si voilà, tout le monde n'est pas d'accord. L'armée israélienne a publié énormément de rapports en disant que c'était une, débilité stratégique et un risque stratégique majeur, que ça n'avait pas de sens, et cetera. Mais enfin bon, bref, l'idée, c'est de mettre en scène le fait que ce qu'ils appellent déjà la Judée, Samarie,
hein, comment dire, soit la prochaine étape, hein, de l'expansion israélienne. Je rappelle que c'est pour ça que un certain nombre de gens qui, ici, dans le débat public français, se font les porte-paroles, hein, de l'extrême droite israélienne, continuent de parler de Judée-Samarie, c'est le cas de Meir Habib, ou vous avez Bernard Lévy qui, il y a quelques mois, s'était illustré en disant bah ça va, la colonisation, une petite caravane sur une colline, c'est pas grand-chose, quoi. Hein. Oubliant de mentionner le fait qu'on a entre 650 et 800 000 colons qui habitent dans des villes privées, hein, que sont les colonies en Cisjordanie. Bref, je pense que j'ai été long, c'était le premier tunnel, mais voilà, comme ça j'ai le temps de Non, non, boire. Je m'arrête là. mais ouais, non, mais je pense que c'est important de le dire. Ça nous rappelle des bases un petit peu par rapport à tout ça, parce que c'est pas évident, tu sais, déjà pour nous. Enfin, moi, je suis pas je suis pas comment ça s'appelle, le conflit jour après jour. Et des fois, je le suis par des émissions, notamment que tu fais, tu vois. Mais toi, je pense que tu t'y intéresses peut-être plus que nous, donc du coup, tu as le truc jour après jour. Euh, Pas Moi, je on voulais aime les juste. tunnels dans le chat parce que par rapport au sujet qu'on discute, ça peut être mal vu. Ouais, 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 mais là, c'est quand même, tu vois, Gaza est bourré de tunnels, donc tu fais des tunnels, c'est dans le thème, c'est quelque chose d'assez logique. Non, moi, je voulais revenir sur le fait où tu discutais du fait que le Hamas n'avait pas voulu, enfin, veut décaler le fait de rendre des otages demain. Concrètement, ça va avoir quel effet selon toi, tu vois? Tu penses que ça peut renflammer que ça peut renflammer ce qui se passe actuellement? Enfin, vraiment, c'est maintenant que ça se joue, j'ai l'impression, parce qu'il y a les déclarations de Trump. J'ai l'impression qu'il y a un bras de fer qui est en train de se faire, où lui, il est dans la recrudescence aussi de menaces. En réalité, le cessez-le-feu, si ça se trouve, demain, il est fini, quoi. C'est possible. En fait, moi, ce qui me désole, c'est le fait que, en fait, dans ce bras de fer qui n'en est pas un, hein, puisque je veux dire, entre guillemets, retarder la libération d'otages, dans un contexte où Netanyahou a largement, comment dire, ancré l'idée que c'était pas si grave de les sacrifier, hein. Il a jamais dit officiellement, mais enfin dans les actes, il avait déjà saboté les accords, au point que je rappelle que mardi, hein, il y a des familles d'otages qui ont manifesté pour demander que le cessez-le-feu tienne. Parce qu'elles estiment qu'elles peuvent peut-être revoir leurs proches en vie, hein. Donc c'est ça la tension. Et dans ce bras de fer où il y a Trump qui dit je vous autorise officiellement à arrêter le cessez-le-feu et à les massacrer, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, quand il dit si vous ne rendez pas les otages d'ici samedi, déclenchez l'enfer à Gaza. Je veux dire, c'est un discours moins hypocrite que celui de Joe Biden. C'est un discours qui assume, hein, Ouais. C'est le seul le intérêt de génocide, hein, son discours, je trouve, c'est que pour Trump, en fait, il montre ce qu'est le colonialisme, tu vois, à visage ouvert. C'est-à-dire, il dit pas oui, non, mais c'est pour telle raison. Non, non, en fait, il dit nous, on veut juste prendre ce territoire. Si on doit faire un nettoyage ethnique, on le fera. Tu vois, il est très clair en fait avec ça. Et au moins, je pense que c'est le seul truc qui peut avoir d'intéressant, plutôt que d'être dans un entre-deux où au final Biden n'a fait qu'armer Israël et laisser faire le génocide aussi. Je dis régulièrement que si on écoute l'extrême droite israélienne, elle dit exactement ce qu'elle pense et elle pense exactement ce qu'elle dit. Genre, c'est ça le problème fondamental, hein. Je veux dire, ça fait des années que se succèdent des ministres qui expliquent que les Palestiniens n'existent pas, comment dire, que les tuer n'est pas un problème, qu'il faut, quoi qu'il advienne, les chasser, etc., etc. Et cette question-là, du coup, c'est ça qui me fait peur, c'est que Trump, en disant ça, euh, si on avait voulu que le cessez-le-feu continue, il aurait fallu autre chose comme moyen de pression que ce qu'a fait le reste des pays occidentaux, comment dire, en termes de réaction. Hein, pour la faire courte, la Ligue arabe a dit jamais nous n'accepterons comment dire le départ des Gazaouis de Gaza. L'Égypte et la Jordanie, qui sont dopés de subventions américaines et qui sont les deux pays qui ont fait les premiers la paix avec Israël, hein. Je rappelle l'Égypte en 1979 sous la présidence d'Anwar Sadat et la Jordanie en 1994. Je veux dire, on dit on prendra pas les Palestiniens, ils veulent pas venir non plus, mais enfin, je veux dire, ils sont pas dans une position diplomatique. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent aux
États-Unis. Et l'ONU a dit que c'était scandaleux, mais surtout les diplomaties occidentales. Enfin, la France a récité le droit international comme les autres puissances occidentales. Et en fait, on a fait exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent, à savoir, tout le monde a constaté ce que c'était le droit international, a constaté comment dire, la situation sortait du droit international, que tout était à risque. On a multiplié des vocabulaires pour pouvoir essayer de mettre en scène, hein, le degré d'intensité de la catastrophe. On a dit catastrophique, apocalyptique, enfer, etc. Et on n'a plus de mots maintenant pour parler de ce qui se dit. Et le seul mot qui est caractéristique de ce qui se passe, génocide, hein, est l'objet d'un immense débat polémique qui empêche de parler concrètement, hein, du fond du sujet. Donc, il y a effectivement quelqu'un qui rappelle dans le chat qu'il y a aussi des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, hein, et que la France, je rappelle, a laissé Netanyahou utiliser son espace aérien entre le 2 et le 4 février, je ne sais plus si c'est le 2, le 3 ou le 4 février, mais pour passer avec son avion, hein, alors que la France aurait dû s'engager à dire, vous ne passez pas par notre espace aérien parce que sinon, comment dire, on doit vous arrêter. En tout cas, ne pas donner cette facilité. Et du coup, ce qui me fait peur par rapport, pour répondre à ta question, hein, mais ce qui me fait peur par rapport à samedi, c'est que soit c'était un coup de pression qui n'est pas nécessairement suivi des faits, et comment dire, et du coup, on retourne à cette situation où de toute façon le cessez-le-feu est extrêmement fragile, et par un miracle de diplomatie, on continue con cette cessation comment dire, de l'affrontement, en tout cas de l'exécution du peuple palestinien, parce que je trouve que l'affrontement est un terme un peu, comment dire, dans la dernière phase qu'on a vue, c'est pas vraiment des affrontements. On a bien vu que c'était un massacre de population civile à l'échelle de masse, avec Mmh. l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. etc. Mmh. Soit, je dirais, il aurait fallu qu'il y ait des gens qui s'interposent un peu en termes diplomatiques, mais justement pas en récitant le droit international, en disant bah oui, mais le droit il dit ça, pourquoi vous faites pas ça, quoi. Qui disent bon maintenant ça suffit. Que l'Union européenne dise si vous arrêtez le cessez-le-feu, on suspend l'accord de coopération entre Ouais. Israël et l'Union européenne qui est conditionné au respect des droits de l'homme. Que des Clairement, celui qui a pays du sang disent sur les mains, c'est Biden, hein, tu vois? Biden aurait pu, il aurait pu même pour soutenir un peu Israël parce que c'est son truc historique, tu vois? Les soutenir pendant 3 à 6 mois et puis, pousser à un cessez-le-feu très rapidement, tu vois? Ce qu'il n'a pas fait, en fait et évidemment, Trump est aujourd'hui dans un discours beaucoup plus génocidaire que Biden, mais c'est toute l'administration démocrate aussi qui a laissé traîner le truc jusqu'à ce que Trump prenne le pouvoir aussi. Enfin, ça aurait pu être terminé il y a 1 an cette histoire, hein. cas, effectivement, ils ont une responsabilité historique là-dedans. Moi, ce que je crains, mais ça, je ne peux pas le vérifier, hein, c'est que aussi Netanyahou, ayant un mépris profond pour Joe Biden et les démocrates, les ait vraiment mis en difficulté en disant: «Mais on s'en fout, en fait. Genre, je vous écoute pas, j'en fais qu'à ma tête», en jouant la montre, en attendant et en espérant que Trump soit élu, et en se disant: «Avec Trump, je peux discuter». Parce que la preuve, c'est que Trump arrive, il se vante d'avoir permis le cessez-le-feu, et en même temps, une semaine après, il permet à Netanyahou exactement le retour d'une position de force. En Mmh. sachant que Netanyahou, il était en train d'avoir une partie de sa coalition qui s'effondre, le soutien de l'extrême droite qui s'affaiblit, etc. Et en même temps, là, on est concrètement en train de discuter de la possibilité de débarrasser Gaza des Gazaouis. C'est-à-dire d'organiser un déplacement de 2 millions de personnes en les arrachant à une terre pour implanter qui? Parce que ce que dit Trump, c'est les Gazaouis ne pourront pas revenir dans sa deuxième intervention. Que d'autres personnes y seront. Et je veux dire, qui? Netanyahou a d'ailleurs jugé les propos de Trump extrêmement satisfaisants, et le ministre actuel de la Défense, hein, qui a succédé à Yoav Gallant, qui est l'ancien ministre de la Défense, qui est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le nouveau ministre de la Défense, je ne me rappelle plus, il s'appelle Katz, je ne sais plus. Si le chat peut retrouver, c'est cool. Et qui a dit: «Nous organisons un programme de départ volontaire des Gazaouis». Donc avec cette idée que voilà, ils veulent l'organiser concrètement. Donc Netanyahou a peut-être eu intérêt à écouter Trump sur ce truc de cesser le feu, parce que ça éteignait en partie le feu interne à la politique israélienne, qui était celle de la mobilisation des familles des otages, avec des messages très ambigus, hein. Israël Katz, merci le chat. Avec des messages très ambigus, certains qui disaient il faut la paix et obtenir les otages.
certains qui disaient: «Libérons les otages, la guerre peut attendre, mais elle peut reprendre une fois que c'est fait». Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un feu intérieur, un problème politique et là, bah, il a, satisfait une partie de ses demandes en commençant le cessez-le-feu et en même temps, il est en train d'obtenir des conditions politiques qu'il aurait probablement pas obtenues, de la part, de l'administration démocrate. Donc encore une fois, j'en sais rien parce que, c'est pas clair. Il y a, une partie de la presse qui dit qu'effectivement, enfin, je veux dire, il y a vraiment ce truc de Netanyahou et Trump s'entendent bien et qu'il y avait la volonté de la part de Netanyahou d'humilier un peu Biden, hein. Mais bon, je ne peux pas en dire plus. Ce qui est vrai et pour, vraiment revenir sur ta question, c'est que, je crains, hein, que comment dire, qu'il se passe, le pire. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe si, si vraiment, il y a un blocage comme ça et si c'est pas simplement, des coups de pression réciproques dans un rapport de force, très défavorable, aux Palestiniens, et qu'il y a une reprise des hostilités, ça peut être, ça peut très mal tourner. En fait, qui sera là pour s'opposer? Bah, ouais, mais en fait, mais depuis le 7 octobre, c'est comme ça, hein. On assiste à un truc abominable sans pouvoir rien faire et ça paraît presque, tu sais, enfin, c'est pareil, irréel un peu, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un type qui est en train de dire: «On peut déporter 2 millions de personnes». Tu sais, on a vu ça un peu dans l'histoire des déportations de masse, des génocides et tout, mais tu sais, là, on voit ça sous nos yeux, sans pouvoir rien faire avec, l'immense majorité des élites occidentales qui trahissent aussi, soit par lâcheté, soit par agenda politique, suprémaciste. C'est ouais, ça paraît, ça paraît aberrant, en fait, hein. Et c'est ça, en fait, c'est que comme tu dis, hein, malheureusement, le nettoyage ethnique est un processus que l'on retrouve dans énormément de moments dans le siècle, hein. Ce que je veux dire, c'est que la capacité de le présenter, soit comme un projet touristique, soit comme un projet, hein, d'amélioration humanitaire de la vie des gens pour trouver une solution à la question, ça, c'est le niveau de dinguerie qu'on a atteint. C'est-à-dire que c'est un niveau, comment dire, absolument, invraisemblable de banalisation, comment dire, du mal. Là, je fais ça fait un clin d'œil à Mélenchon, mais en vérité, pour être sérieux, c'est qu'on est vraiment dans un truc où là, on c'est le prix de l'impunité, en fait. C'est le prix de l'impunité absolue. Parce que, quand on a laissé faire un peu, puis on continue, puis et qu'on voit qu'il y a absolument aucune limite à ce que fait, l'État, colonial israélien. Peu importe les droits de l'homme qui sont violés, peu importe les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité qu'ils commettent, ils ont la possibilité de sortir indemnes au niveau international. Je parle en termes de sanctions économiques, en termes de sanctions, diplomatiques, même en termes de sanctions symboliques qui sont prises, par les États. Donc, je pense que, ben, de fait, c'est comme ça qu'arrive, hein, le nettoyage ethnique, et le génocide comme un principe de l'utilisation de la force normale, normalisée, c'est normaliser le terme et c'est Ah oui, ça parce que tu qui est tu vois quand absolument effrayant. Netanyahou passe dans notre, territoire aérien, tu sais, enfin, nous, alors peut-être, tu vois, on va pas le dire, on va pas le dire en live, tu vois, qu'on aurait espéré qu'il descende de l'avion, tu vois? Mais voilà, ça et on pourrait penser au moins qu'ils disent: «Voilà, vous passez pas dans le territoire aérien». C'est symbolique, tu vois? Ça change rien en fait, le mec aurait contourné et puis basta. Mais c'est pas fait. Par contre, dans le sens inverse, bah, il y a une, il y a un laisser-faire, il y a un laisser-faire absolu, alors que on pourrait demander pareil aussi des petites choses, par exemple, ne pas livrer des armes ou des choses comme ça, tu vois? Et au final, il n'en est rien et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils se sentent les mains libres et que ça peut très mal tourner parce que j'avais envie de te poser la question, c'est est-ce que enfin, que peuvent faire les Palestiniens? Mais je suis pas sûr qu'ils puissent faire grand-chose en fait, aujourd'hui, tu vois? Je sais pas ce que tu en penses, mais je suis très pessimiste aussi sur la question. Les Palestiniens font toujours énormément de choses. Ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, bien entendu que la situation, de ce côté de, rapport de force asymétrique est complètement, comment dire? Défavorable. C'est, une donnée qui est d'autant plus intense qu'on a vu le niveau de violence extrême qui s'est déployé, mais en même temps, ce rapport défavorable du point de vue économique, militaire, diplomatique, politique, sur place, c'est une donnée de la c'est une coordonnée de la politique palestinienne depuis la création de l'État d'Israël. Je veux dire, dans quel moment, je veux dire, les Palestiniens n'ont pas été dans un rapport complètement désavantagé? Et c'est peut-être pour ça que, comme je le disais au tout début, en intro là, que, bah, ils ont déployé toutes sortes de formes de mobilisation, de formes de résistance politique, hein. En Palestine, le mot résistance, il se conjugue au pluriel, j'allais dire, c'est pas le il s'écrit toujours au pluriel et
bon, il y a plein de choses. Ce que je veux dire, c'est d'un point de vue de la politique diplomatique, ces dernières années, ils avaient plutôt avancé. Quand ils n'ont pas réussi à se faire reconnaître comme État auprès de l'ONU, ils se sont fait reconnaître comme État au sein de l'UNESCO, au sein d'un certain nombre d'institutions, ce qui leur a permis d'avoir comment dire, bon, accès à différents programmes, à différentes formes de reconnaissance. On pourrait penser que c'est absurde et que ça n'a pas de sens, mais par exemple, hein, le fait d'être reconnu et d'avoir accepté le cadre de la Cour pénale internationale, c'est ça qui permet, hein, d'aller chercher des, des mandats ou d'émettre des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, alors que l'État d'Israël, hein, a signé mais n'a pas ratifié ce traité, parce que au titre des crimes que reconnaît la Cour pénale internationale, la colonisation est reconnue comme un crime de guerre. Or, je veux dire, si tu enlèves la colonisation à Israël, ben, il n'y a pas de pays, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas signé. Au niveau de la sphère, on va dire, militante pacifiste, hein, je veux dire, c'est absolument, comment dire, immense le travail qui a été fait. D'abord sur place, il y a énormément de réseaux et c'est une société civile extrêmement dynamique, hein, qui existe parce qu'en fait, pareil, c'est pas une question de, il y en a qui résistent parce qu'ils ont une fibre militante particulière. Bien sûr que ça existe ces profils-là, mais enfin la question c'est plus vivre en Cisjordanie dans un système d'apartheid généralisé, c'est déjà genre être positionné dans une situation de résistance. Les résistances, c'est un continuum entre ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de supporter. Mais enfin bon, il y a énormément d'associations qui agissent au quotidien pour de l'autoprotection, pour de l'auto-formation, que ça soit d'apprendre à des gamins à filmer leur situation quand ils sont abordés par des colons ou des soldats, jusqu'à replanter des champs d'oliviers qui sont déracinés et détruits par l'armée ou par les colons, que ce soit reconstruire les villages bédouins dans le sud du Negev qui sont en permanence déconstruits. Voilà. Et tout ça pour dire que la coordination de ce mouvement civil non violent, type mouvement civique des droits des Palestiniens, il a convergé en grande partie vers le mouvement BDS, vers le mouvement boycott. Et s'il y a un plan sur lequel, entre guillemets, il y a quand même eu quelque chose par rapport à d'autres conflits ou dans lesquels on entend moins parler et qui peuvent pourtant être absolument sanglants, hein. Comment dire, rien que par exemple la RDC, hein, qui est complètement différent, mais je veux dire, on entend beaucoup moins parler. Bah, les Palestiniens ont réussi à, comment dire, a suscité, comment dire, une vague de mobilisation politique partout dans le monde occidental, partout dans le sud global, comment dire, avec des conséquences. Alors on pourrait dire, mais c'est dérisoire par rapport à la vie des Palestiniens, mais enfin, c'est dingue si on y pense, hein, le niveau de boycott qui est capable d'être exercé sur le plan mondial, dans énormément de pays, avec des résultats, hein, avec des contrats qui s'annulent. Il faudrait inviter Mounira de BDS si tu veux des précisions là-dessus, mais elle peut te montrer toutes les campagnes, contre quelles enseignes, contre quels contrats, etc., à imposer un stigmate moral. Alors ça marche pas partout, mais moi ce que je trouve intéressant aussi dans le boycott, c'est qu'au-delà, hein, de la question de l'efficacité économique, qui peut toujours être remplacée à moyen terme par d'autres contrats avec d'autres situations, au niveau, comment dire, de la tâche morale sur l'État d'Israël n'est pas un État comme les autres. Je crois que ça, je veux dire, Israël a du mal à s'en défaire. J'en veux pour preuve d'ailleurs que, comment dire, la formation BDS, elle parle de ça, hein, si vous avez l'occasion de faire une formation BDS. Quand BDS se crée, quelques années plus tard, hein, l'État d'Israël met en place ce qu'ils appellent le programme Brand Israel, donc faire de Israël une marque, hein, et qui est en fait sponsorisé par le ministère des Affaires étrangères israélien et qui est vraiment un investissement massif dans du soft power et dans le développement d'une image différente d'Israël. C'est qu'il y a une bataille à engager sur leur propre image à l'étranger. Donc les Palestiniens peuvent faire ça. Ensuite, je ne sais pas si tu as des questions plus précises sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais ça dépend de qui, tu parles de quoi, à quel endroit, etc. Bah, par exemple, est-ce euh, que en Cisjordanie, tu vois, parce que la Cisjordanie, c'est un endroit qui est resté un peu plus calme au niveau de la lutte. La lutte, comme tu le disais, c'est centré quand même pas mal sur Gaza, mais depuis des décennies au final. Est-ce que je sais pas, le regain de lutte pourrait venir de la Cisjordanie? Est-ce que c'est impossible du fait de la situation militaire imposée par les Israéliens? Ou de la situation politique même de la Cisjordanie qui est quand même toute différente de celle de Gaza. Je sais pas ce que tu en penses. Après, c'est des questions comme ça. Moi, si ça se trouve, c'est des mauvaises questions, j'en sais rien. Non, non. Euh, il y a plein de choses. D'abord, la Cisjordanie, hein, est profondément active, et notamment depuis le 7 octobre,
je veux dire, il y a, un niveau d'engagement militaire de la part des Israéliens que j'ai décrit tout à l'heure, qui est beaucoup plus puissant, mais il y a également, hein, des actions, comment dire, de groupes armés, en Cisjordanie. Donc par exemple, le cas typique, c'est le cas de Ain al-Aswad, qui est ça veut dire la fosse au lion, hein, qui est un groupe, comment dire, de Naplouse qui s'est créé en 2022 à la suite de l'assassinat d'un militant, de Naplouse qui se faisait appeler le lion de Naplouse, hein, c'est pour ça que ça s'appelle la fosse au lion. Et pourquoi j'évoque ce terme-là, c'est que il est très particulier, en tout cas, vous pourrez trouver des articles de presse qui ont un peu été écrits là-dessus d'ailleurs, hein. C'est que il va rassembler, hein, toutes sortes de gens, en Palestine qui, comment dire, clairement, hein, sont dans une optique de lutte armée, hein, et qui sont soit des profils qui ont déjà une affiliation à d'autres organisations, mais qui rassemblent surtout des jeunes, hein, et qui sont une sorte d'auto-organisation. Et si on veut, si on regarde dans le nord, hein, de la Cisjordanie, du côté de, Toulkarem, Toubas, Nour el-Shams, Naplouse. Il y a ce genre de groupes qui apparaissent avec des groupes de gens très jeunes, hein, et qui passent à de l'action armée. Donc là, on est à d'autres. Enfin, c'est pas de la résistance pacifique, etc., hein. C'est notamment en vertu de l'affrontement avec ce genre de groupe que l'État israélien annonce mener des opérations antiterroristes, et qu'il justifie l'utilisation, enfin, c'est les raids qui sont effectués dans différents endroits. Jenin est un cas de fixation particulier également, parce que alors Jenin, c'est un haut lieu, comment dire, de la mobilisation, palestinienne, parce qu'il y a un camp de réfugiés qui est notamment lors de la seconde intifada en 2002 a été entièrement rasé. Bon, et à l'intérieur, on sait que, dire, il y a une présence aussi, de groupes armés palestiniens que sont, le Djihad islamique, que sont, le Hamas, et cetera. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en Cisjordanie, en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression et ce que je vois dans les lectures que j'ai de ça, c'est qu'il y a aussi la formation de groupes qui, peuvent aussi être des groupes assez jeunes, assez, tu sais, genre, Toto, quoi. Enfin, je sais pas Toto, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des formes d'engagement comme ça. La question, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un engagement de masse? Je ne crois pas, parce qu'en fait, c'est encore une fois la façon dont ça s'organise, hein, c'est qu'il y a, des foyers, comment dire? Dans lesquels, il y a des armes. Souvent, hein, c'était aussi le cas des camps de réfugiés. Pour quelle raison? C'est que l'autorité palestinienne, hein, qui est en charge de la gestion sécuritaire de la Cisjordanie et qui le fait souvent, au bénéfice d'Israël, hein, qui sert de gendarme, a beaucoup moins d'autorité politique dans les camps de réfugiés. Les camps de réfugiés sont aussi des endroits où les organisations politiques ont beaucoup plus de poids, voire, organisent, hein, vraiment l'organisation sociale, parallèle du camp de réfugiés. Donc c'est aussi pour ça que, voilà, il y a d'autres acteurs qui sont en place. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait dire, c'est que, hem il y a, plutôt, j'ai l'impression, lorsque le rapport de force a un paroxysme, en termes de défaveur pour les Palestiniens et de faveur, comment dire, pour, l'armée d'occupation israélienne. Ce qui se passe, j'ai l'impression, mais c'est un truc qui se passe ailleurs dans d'autres, formes de conflits asymétriques, hein, c'est notamment des conflits coloniaux, hein, c'est qu'il y a un repli sur, comment dire, des attaques, ou des attentats, en fait, hein. Des attentats et des formes de terrorisme, de type attaque individuelle. Il y en a eu énormément, on en a peu suivi, mais des attaques où quelqu'un vient à Tel Aviv, avec un couteau, avec une arme, et cetera. Alors je sais, j'ai utilisé le mot de terrorisme, mais pour le chat, juste pour dire, moi j'ai pas de problème à utiliser le mot de terrorisme à partir du moment où il est dénudé de caractère idéologique en soi. C'est-à-dire que l'utilisation de moyens militaires sur une population, civile, c'est du terrorisme, comment dire, et la question pour moi du débat est donc, est-ce que l'utilisation militaire, d'Israël sur les Palestiniens, c'est du terrorisme d'État? Et à cette question, je réponds oui. Et ensuite, l'autre question, c'est de dire, mais alors qu'est-ce qui est une cible militaire et qu'est-ce qui est une cible non militaire dans le cadre d'un conflit colonial? Et ça, c'est toute la question. Je pense que par exemple, les colons, c'est-à-dire les personnes qui sont installées illégalement et souvent de façon armée dans les territoires en Cisjordanie, ne sont pas des cibles civiles en soi. Je veux dire, mais voilà, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas avant de me faire cancel. Mais voilà, mais pareil, de dire,
typiquement, le droit international reconnaît dans le cadre de conflits armés non internationaux, donc dans des conflits armés entre des forces qui ne sont pas des forces armées conventionnelles, comment dire, la possibilité pour des groupes armés d'avoir des actions hein, de résistance. C'est notamment le cas dans le protocole additionnel des conventions de Genève de 1973, il me semble. Mais par contre, ça n'implique pas la possibilité ou la légalisation de crimes de guerre, c'est-à-dire hein, de crimes qui sont comment dire, en dehors du droit international de la guerre, comme tuer des civils ou toutes sortes je ne connais pas tout je ne sais pas si c'est clair, quoi. Donc, en gros, voilà, la question c'est comment le mouvement national palestinien a été réorganisé dans la lecture occidentale comme un mouvement hein, de terroristes. Ça, c'est vraiment le travail de Netanyahou qui a consacré 4 livres à ce sujet. Réécrire le mouvement national de résistance palestinienne en mouvement terroriste. C'est pour ça que Ariel Sharon disait nous avons un Ben Laden, il s'appelle Yasser Arafat. Netanyahou dit la même chose. Mmh. Et l'enjeu, c'est du coup le repli vers ce genre de forme. Et à mon avis, ce qui semble le plus probable, qu'est-ce que je veux dire par ce genre de forme, c'est qu'encore une fois, hein, il y a 2, 3 semaines, il y a eu déjà des attaques à Tel Aviv. Et régulièrement, il y a ce genre de choses. Moi, quand j'y étais, il y a eu des moments où il y a eu comment dire, des phénomènes comme ça, d'un point de vue individuel, des fois avec des affiliations politiques revendiquées, des fois moins, mais revendiquées a posteriori par différentes organisations. C'est toujours très difficile de voir à quel point, hein, je veux dire, c'est une action qui est revendiquée par l'organisation, qu'il est organisée ou pas depuis le début, etc. Mais je veux dire, c'est ce qu'on voit dans le cadre où voilà, c'est une forme de repli tactique très, très, très régulière dans ce genre de conflit asymétrique. Donc voilà, et puis il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer en Cisjordanie quand, entre guillemets, il y aura un appel à enfin, la suite, quoi. C'est-à-dire, en gros, l'autorité palestinienne n'a aucune légitimité, elle n'en a plus. Les élections ne sont pas arrivées depuis 2005 pour la présidentielle, 2006 pour les législatives, je dirais. La dernière fois qu'on devait organiser les élections, c'était en 2021. Il y a eu énormément de listes qui ont été proposées, énormément de manifestations pour demander le départ de Mahmoud Abbas. Et aujourd'hui, alors que les Occidentaux disent bah, la bande de Gaza devrait être mise sous le contrôle de l'autorité palestinienne, etc., qu'est-ce que, en termes de mobilisation politique, la société civile palestinienne peut donner pour trouver un processus politique qui la représente? C'est-à-dire qu'ils mettent dehors leurs propres représentants. Et pour moi, ça, c'est un des facteurs clés de ce qui peut se jouer. Et c'est bien loin de la question purement d'affrontement militaire ou non militaire avec l'armée d'occupation. Ouais, ouais, ouais. Juste avant de passer à d'autres questions, un autre moyen de résistance auquel je pensais, enfin, une autre type de population, en fait, j'ai oublié le terme, c'est ces Palestiniens qui ont un passeport israélien, qui vivent, en Israël et tout. Est-ce qu'il y a du sabotage? Est-ce que ces gens-là résistent ou est-ce qu'ils sont dans une situation où de fait ils résistent pas? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Je sais pas si c'est quelque chose de très documenté d'ailleurs? Alors moi, je connais moins cette situation, hein, encore une fois, il faudrait demander à des gens qui sont mieux renseignés. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que donc effectivement, hein, les Palestiniens, les Israéliens les présentent comme les Arabes israéliens. Je veux dire, c'est pas du tout comme ça qu'en parlent les Palestiniens. Ils disent les Palestiniens de 48, Mmh. souvent. Palestiniens de la Palestine occupée, Palestine immortale. Et ce qui est vrai, c'est que historiquement, il y a une participation extrêmement importante de ces gens dans les grands moments de la mobilisation du peuple palestinien. Hein, ce qui faisait l'unité avec leurs frères et leurs sœurs de Cisjordanie ou de Gaza. Avant le travail minutieux hein, de l'État colonial israélien pour diviser les gens en fonction de statuts administratifs différents. Et le meilleur exemple, c'est quoi? C'est la première et la deuxième intifada, grève générale immense de la part de ces travailleurs. Or, ces travailleurs occupent des positions de classe particulières dans la société israélienne, mais en partie occupant, hein, je veux dire, le rôle d'un prolétariat. Pas que, il ne faut pas caricaturer, mais enfin, je veux dire, dans le BTP, dans la Ouais. restauration, dans un certain nombre de services ou de secteurs dans lesquels, je veux dire, ça se voit quand il y a une grève. Hein, c'est tout ça que je veux dire. Transport, Paul a dit: euh, «Les intellectuels servent à rien», là, hein, mais c'est mon côté Mao. Les intellectuels au champ. Euh, Sérieusement, du coup, voilà, il y a eu ce genre de choses, mais le problème étant que c'est des gens qui sont
discriminés de façon systématique et qui doivent trouver leur place dans la société israélienne. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, on avait plein d'articles dans la presse israélienne qui montraient qu'après le 7 octobre, ces gens-là, notamment dans les endroits où ils étaient assez minoritaires, etc., ils se sont fait extrêmement discrets, voire on peut être victime d'insultes, d'agressions, de procès en traîtrise, de dire c'est l'ennemi intérieur qui est pas loin. Deuxième chose que je peux dire, donc c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de devoir à la fois trouver un moyen de vivre et en même temps d'être, je veux dire, un citoyen, comment dire, mis à l'index. D'autant plus que, par exemple, ces gens-là votent massivement, hein, pour les partis arabes de gauche, et pas que de gauche, mais en Israël, et que ces partis-là subissent une répression folle de leur activité parlementaire. Hein. En gros, enfin, je veux dire, faut imaginer le traitement de la France insoumise fois 10 000 je veux dire, dans le Parlement israélien, parce que vous imaginez bien que quand ces gens-là prennent la parole, genre, ça se passe très très mal, surtout quand ils contestent en fait le contexte, le concept, la conception coloniale de l'État, qui est quand même le cœur de l'État. Hein. Donc voilà. Vous pouvez regarder du côté du Parti communiste israélien, qui était historiquement un parti majoritairement juif, qui est devenu un parti majoritairement arabe dans ses votes et dans ses représentants. Hein, ce qui fait que c'est aussi dur pour une partie comment dire, des citoyens israéliens sur place progressistes d'y participer. Enfin, dur, c'est pas pour leur donner des excuses, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de développer un discours en traîtrise, quoi. C'est-à-dire, ah, vous votez pour un parti qui est un parti arabe qui vote contre nos intérêts, etc. Troisième point, c'est que pareil, quand je disais en 2021, quand il y a eu des mobilisations, etc., et même au début comment dire, après le 7 octobre, etc., au début du génocide qui a commencé de ça, il y a eu des fortes mobilisations dans les communautés de soutien à ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. Il y a une question qui est intéressante là Enfin, je qui veux dire, c'est ouais, hmm. je sais pas si tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a c'est l'idée sur le rapport de force dans la Ouais, jeunesse? est-ce qu'on a une idée du rapport de force chez la jeunesse israélienne? Parce que là, on a parlé de toutes les résistances possibles des Palestiniens, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, au final, les Israéliens eux-mêmes qui peuvent, peser dans ce rapport de force? Notamment la jeunesse. Moi, encore une fois, hein, je suis pas un spécialiste de la société israélienne et je suis pas d'ailleurs un spécialiste de la société palestinienne non plus, mais je connais moins. Il faudrait regarder avec les travaux de Thomas Vescovi, avec des camarades, y compris, je pense, aux camarades où on avait déjà fait une discussion sur cette chaîne avec Nadav de Tzedek qui a sans doute des choses à dire. Moi, la seule chose que je peux donner, c'est mon expérience assez lapidaire de contact via la société civile pour laquelle je travaille palestinienne et la société civile israélienne. Ce que j'ai l'impression, c'est que le milieu israélien susceptible de venir en aide aux Palestiniens de façon politiquement conséquente, c'est-à-dire qui reconnaît le caractère colonial de la situation et donc l'enjeu, hein, de s'y opposer est extrêmement limité. C'est-à-dire qu'elle est dire vraiment extrêmement minime, quoi. Je veux dire, on parle souvent, par exemple, de Tel Aviv comme une ville, progressiste, plutôt jeune et cetera. Mais enfin, je veux dire, c'est une gauche, qui, va faire la fête dans le Negev, en mode peace and love, mais qui ne se rend pas compte, pour reprendre les mots de Guidon Lévy, un journaliste du Haaretz, à 20, 30, 40 kilomètres de chez eux, s'ils vivent aussi bien, c'est parce qu'il y a des gens qui vivent très, très mal, le système d'oppression, coloniale, qu'Israël organise. Une partie de la gauche israélienne existe, société civile est engagée en faveur des Palestiniens. Vous avez par exemple énormément de coopération avec différentes associations. On peut passer à B'Tselem, à Rabbis for Human Rights, B'Tselem, Breaking the Silence, etc. Ou dans tout ce qui est justement ce que je parlais tout à l'heure, destruction de villages dans le sud du Negev, et attaque des communautés bédouines, dans tout ce qui est essayer de prévenir des attaques de colons, etc. Vous avez des associations type ONG israéliennes qui sont vraiment main dans la main avec des Palestiniens pour pouvoir documenter et pour pouvoir essayer de s'interposer
comment dire, contre à la violence, contre les Palestiniens. Vous avez aussi quelques groupements, on va dire, des coloniaux, au sens qui ont une reconnaissance du caractère colonial de l'État et de ce que ça veut dire, hein, de s'y opposer. Mais enfin, il me semble que ce sont encore une fois des milieux très confidentiels, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des programmes souvent qui sont créés. Mais souvent, tu vois, moi j'ai rencontré aussi des gens, des programmes de, tu sais, une mère palestinienne qui a perdu ses enfants, qui parle avec une mère israélienne qui a perdu ses enfants. Tous ces programmes un peu libéraux, au final, on est tous humains, on va pouvoir se parler. Ce que je remarque, c'est que sur le plan individuel, pour aider des personnes en deuil qui sont dans des rapports de violence qui ont détruit leur famille, ça peut marcher sur du court terme ou à des moments, à des points d'accroche, surtout quand les gens ne se connaissent pas, hein, parce que c'est ça qui est fou, c'est que le niveau de déni de la situation des Palestiniens, par exemple, de la part d'Israël, est absolument fantastique. Fantastique, c'est pas le terme, vous voyez ce que je veux dire, est absolument hallucinant. Gideon Levy a fait énormément de speech là-dessus que je recommande d'écouter. Mais ces programmes-là, ils disparaissent dès lors qu'il y a une nouvelle montée du cran de la violence. Mmh. Parce qu'en fait, la guerre, c'est surtout un moment, la guerre en tout cas, l'affrontement, c'est surtout un moment où on dit qui est l'ami, qui est l'ennemi, hein, et on l'a bien vu dans la rhétorique de l'extrême droite israélienne. Et c'est un truc qui resépare toute tentative de discussion. Donc, du point de vue israélien, voilà, peut-être d'autres gens vous diront plus de choses que moi, mais moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement limité, qu'il y a toujours des gens, hein, qui sont, comment dire, des militants convaincus de la paix, qu'il y a toujours des progressistes partout. Encore une fois, hein, il y a des gens dans le parti communiste israélien qui sont extrêmement intéressants à écouter, et pas que chez eux. Mais il y a aussi des gens qui sont dans cet engagement-là et qui sont vraiment victimes d'un procès en traîtrise. Rien que le cas de Breaking the Silence. Tiens, on peut en parler 2 secondes. Je sais pas si tu connais, toi, Breaking the Silence. Non, je connais 2 noms vite fait, mais je sais pas, je saurais pas te dire ce que c'est. Bon, en gros, c'est une association, donc Briser le silence, hein. C'est une association qui a été fondée par des anciens soldats, c'est-à-dire des gens qui ont servi dans l'armée israélienne et qui, ayant servi dans l'armée israélienne, ont participé, hein, à ce qu'ils considèrent comme des crimes de l'occupation et donc ont décidé de parler, briser le silence, hein, et de parler de ça. Au passage, hein, pour reparler de Hébron où j'étais, où la situation est particulièrement dure, hein, une majorité des fondateurs de cette association ont servi à Hébron. Un lieu vraiment d'expérimentation du modèle d'apartheid et dans les endroits où c'est vraiment une ville particulière. Moi, dans les 2 ans où j'ai habité, il y a eu entre 65 et 72, je crois, exécutions, extrajudiciaires, de personnes entre 14 et 60 ans, hein. C'est ça, quand je dis, violence régulière, même quand il y a pas d'affrontement officiel, c'est ça. Bon et donc Breaking the Silence, clairement, ils font des tours, hein, des visites guidées de la colonie, ils expliquent, la violence des colons, ils expliquent comment, ben, voilà, quand ils ont servi, on leur a demandé de systématiquement, quand ils arrêtent les Palestiniens, de leur bander les yeux, de les mettre dans des situations, voilà, de torture psychologique et cetera et c'est des gens qui, quand ils témoignent, d'abord, ont une audience plus importante à l'étranger que dans la société israélienne, de leur propre aveu, hein. Pour ça que je dis qu'ils sont confidentiels, c'est que même quand, ils sont «les mieux placés» entre guillemets, il y a un tabou, hein, de ce que c'est le service militaire et l'armée en Israël. Parce que je rappelle que le service militaire est obligatoire, hein, tout le monde participe, hein, que c'est un engrenage. Moi, je me suis déjà fait, mettre contre le mur, un flingue sur la tempe par des gamins de 19 ans. C'est une folie, hein, je veux dire, comment dire? Et c'est un engrenage et c'est un espèce de rite de passage aussi dans la société, hein. Les gens qui arrivent plus tard, et cetera et qui ont pas fait leur service militaire, enfin, c'est un truc où tout le monde doit l'avoir fait, mais tout le monde n'en parle pas nécessairement et certainement pas de façon ouverte, et cetera. Et donc cette, asso, ben, voilà, elle le dit quoi, elle a un public qui est pas si grand en Israël, elle a un plus grand public à l'extérieur, et voilà quoi. Ils sont dans un symbole de: «Vous êtes des traîtres». Parce que si tu t'opposes, hein, je veux dire, au discours officiel qui est, je veux dire, nous sommes, les victimes, genre, de la barbarie arabe, palestinienne, comment dire? De ces terroristes et cetera. Ben, déjà, tu compatis avec un ennemi qu'on a tellement déshumanisé, Mmh. hein, que tu compatis avec le diable. Enfin, je veux dire, il y a pas d'autre manière de le dire, quoi. Heu, il y a que 2 C'est camps et il faut intéressant choisir parce le que sien, quoi. ça ressemble vraiment, tu vois, au mécanisme qu'il y a en France avec les banlieues, les barbares et tout en 100 000 fois pire, tu vois?
Genre avec, tu sais, la construction de voilà, bah, dans les banlieues, il y a des Arabes, ils sont dangereux, machin et du coup, tu sais, quand la France insoumise va commencer à aller parler à ces populations-là, elle va être prise pour des traîtres à moitié islamistes, sauf que c'est ça en 1000 fois pire et d'ailleurs Netanyahou avait dit ça à un moment donné. Tu sais, il avait dit, «Ah bah, nous, on a Gaza à côté de chez nous, i imaginez que vous ayez le 93 en plein Paris», tu vois? Il avait dit un truc comme ça, tu vois? Et on voit le rapport entre le racisme et le colonialisme qui est très clair, quoi et puis l'imagerie de la guerre des civilisations. D'ailleurs, on peut le montrer, hein, que la scène, politique française, en fait, le moment, du génocide qui a commencé, sous nos yeux là, comment dire? À Gaza, était un moment de rattrapage de la scène politique française, sur, les discours des conservateurs américains et sur ce discours de guerre de civilisation. En vérité, il a été engagé bien avant, hein. Je veux dire, dès Sarkozy, on a déjà un déplacement de la position de la France, du mitterrando-gaullisme, à, la situation d'alignement. Pas pour défendre, hein, le mitterrando-gaullisme, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, il y avait cette culture politique qu'on a appelée du mitterrando-gaullisme, de Villepin, une partie de la gauche, qui, en fait, freinait ce basculement-là. Mais si tu vois la période, la vague d'attentats en France, comment dire, tout le déchaînement des politiques islamophobes, bah, là, ça a accéléré une logique qui était déjà engagée. On a vraiment ce rattrapage-là. Sur ça, par exemple, tu vois, genre, je l'ai publié dans Contretemps, mais j'avais fait une interview au week-end, qu'avait organisé, comment dire, PDH, CEDEC, le NPA, plein de gens comme ça sur, Tours et Bourg. Et j'avais écrit un papier sur pour comment on peut expliquer la surmobilisation des Tours et des Bourgs sur ou la sous-mobilisation des uns et des autres en fonction de cette question sur les questions anti-impérialistes. Et voilà, et ma thèse, c'était de défendre exactement ce que tu disais, à savoir qu'en fait, ces questions genre de lutte coloniale, comment dire, en Orient, au sens de l'Orient construit comme une espèce d'image, de représentation, hein, de l'ennemi. C'était une sorte de projection extérieure d'un rapport, raciste, bien entretenu à domicile et qui en revenant, hein, allait redéterminer cette fracture interne, quoi. Et que clairement, ça permet des équivalences, comme tu dis, d'ennemis en fait, les personnes racisées et sous la forme de la figure de l'ennemi, des quartiers populaires, et cetera, ils sont le trait d'union entre l'ennemi extérieur, qui est, l'arabe terroriste, du Moyen-Orient et l'ennemi intérieur. En fait, ils sont un espèce de trait d'union et c'est un jeu, hein, où une politique extérieure impérialiste devient une politique intérieure. Une politique intérieure des répressions, une politique de choix entre qui est l'ennemi, qui est l'ami. On l'a vu, apologie du terrorisme, et cetera. Même le fait que la FI soit réprimée, alors que la FI n'avait pas de tradition politique pro-palestinienne. Mmh. La seule chose que la France insoumise a faite, c'est de dire: «Nous refusons le discours de civilisation qui est produit par le gouvernement». Et le parti communiste avait une beaucoup plus grande tradition de soutien du peuple, palestinien, par exemple, tu vois? Bah, bien sûr, Mais bien je sûr, veux bien sûr, dire, bien sûr. c'est Mais devenu une qui politique l'a pas intérieure. qui l'a pas ou moins assumé en tout cas, au niveau national. Pour dire le moins. Mais on a dit qu'on tapait pas, ce soir. Non, mais alors j'ai toujours du mal à taper sur le PCF, sur la Palestine, parce que c'est vrai que quand tu as des camarades qui disent: «Oui, bah, nous on se battait, on se battait pour la Palestine», alors que Mathilde Panot, s'en foutait entre guillemets, il y a, je sais pas, il y a 5 ans, tu vois? Tu as des mecs qui te disent ça, qui te sortent des déclarations à la pluie et qui ont pas tort en réalité, tu vois? Je suis peut-être un peu dur avec Mathilde Panot, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Le sois pas dur avec PCF, Mathilde, moi, il y a 5 ans, je militais déjà avec elle, mais j'aime pas il bien y a Mathilde 5 ans, Panot en il plus, y il a y a pas de 10 souci, ans. tu vois? Et Mais ça a il y toujours avait un truc été, comme ça où Mathilde Panot et chouette. Quatennens avaient retiré leur vote, tu sais, d'un truc pro-palestinien. Ils avaient retiré leur vote. Enfin bref, à chaque fois, ils te ressortent ça, les militants PCF, mais je crois que c'est vrai en plus. Alors que le PCF avait une longue tradition pro comment ça s'appelle? Pro-Palestine. Mais bon, Roussel, comme d'habitude, n'a pas assumé la radicalité et s'est couché devant en essayant de faire un pseudo compromis, qui ressemble à rien et qui au final, consiste à taper sur la France insoumise et puis à essayer de dire des trucs de gauche un peu mal dits et puis voilà quoi et bref, on voit bien, ouais, la droitisation la droitisation de la sphère politique là-dessus. D'ailleurs, c'est pareil pour De Villepin. De Villepin aujourd'hui passe pour un type, qui est presque, radical ou qui a un avis un peu, en dehors de ce que disent les plateaux télé, alors qu'à 20 ans, c'était un peu l'inverse, tu vois? Il y a 20 ans, De Villepin avait la vie de base, tu vois? Et c'était les sarkozystes plus qu'avait la vie, un peu radicale, un peu inverse. Donc on voit vraiment clairement
ce décalage. Carrément, carrément. Non, mais De Villepin, c'est flagrant. Je veux dire, je sais plus qui avait tweeté, le mec s'est réveillé, genre 20 ans après, et comme si c'était un mec d'extrême gauche, il a tellement pas compris comment. Je veux dire, il a fait une sieste et 20 ans après, il est d'extrême gauche, alors que lui, il a l'impression de pas avoir bougé sur sa position politique. Pour monter l'état de radicalisation du débat, mais très clairement, hein. Encore une fois, ce Mitterrand-de Gaulle, c'était un mélange particulier politiquement, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une notion qui était en décalage en partie avec la vision néoconservatrice américaine. Je rappelle que la guerre en Irak, il y a des manifestations en France, il y a un discours de on n'y va pas, etc. Donc ça a retardé la bascule. Mais Sarko a été la bascule, comme c'est très bien dit dans le chat. Et en plus de ça, je veux dire, encore une fois, on ne se rend pas compte, mais si la vague d'attentats, je veux dire, en France a été un traumatisme immense, hein, pour la population, et je peux le comprendre. Moi, je suis de Nice, hein. Je t'avoue que quand il y a eu l'attentat, je veux dire, à Nice, j'ai appelé mes parents, j'étais en panique, tu vois? Je veux dire, mais c la question, c'est comment le débat politique français a dégénéré à ce niveau-là, et il a dégénéré exactement comme on pouvait s'y attendre. Répression islamophobe, organisation d'équivalence sémantique entre musulmans, arabes, banlieue, terrorisme. Pardon, j'ai OK. Et donc, organiser, hein, vraiment le cadre de pensée qui est qui est propice à l'alignement avec le néoconservatisme américain, parce que c'est la même chose, mais décalé à l'extérieur des frontières, quoi. Puis d'ailleurs, on le voit, tu sais, dans ce rapport qui est fait, enfin qui est fait entre, les banlieues, la question, de l'impérialisme, du colonialisme, israélien et tout ça. C'est que quand tu défends la Palestine, on te dit: «Vous draguez les banlieues», tu sais? Genre, alors qu'en fait, enfin, je veux dire, moi je défends pas la Palestine pour draguer les banlieues, tu vois? Genre, alors évidemment les gens dans les banlieues, qui sont en partie musulmans et qui des fois, ont plus, d'attrait pour la question palestinienne pour des raisons, historiques, on va dire, bah, oui, quand tu défends la Palestine, tu as plus tendance à attirer ce vote vers toi. Mais, c'est pas d'abord pour ça que la plupart des militants le font, tu vois? Donc, Bien sûr, mais ça, c'est vraiment le complotisme bourgeois. Enfin, il y a pas d'autre mot. Il y a un complotisme bourgeois qui est raciste, hein, et qui a pour but d'accuser de communautarisme, c'est le mot qu'ils utilisent, hein, il faut le dire, la gauche, la France insoumise, dès lors qu'ils considèrent que, ils font ça soi-disant pour entrer en connexion avec, donc les populations que tu désignes, hein, les populations des quartiers populaires, potentiellement musulmanes, et cetera, avec l'idée que ces gens-là sont nécessairement identifiés à la cause palestinienne par, plus ou moins leur essence, quoi, limite, c'est biologique d'être automatiquement, ils ne comprennent pas que c'est un phénomène social, d'association, hein, de lien avec une expérience coloniale. Je veux dire, si vous êtes fils et fille d'Algériens ou petit-fils et fils d'Algériens, la colonisation, c'est aussi une expérience qui se transmet par la mémoire, parce qu'on connaît de son histoire de la famille, etc. Les gens ne sont pas là par hasard, comme disait Kerry James dans une de ses chansons. Et puis, c'est vraiment un complotisme parce que, en plus, hein, je veux dire, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat avec des cons qui sont vraiment de mauvaise foi et qui sont juste racistes. Mais je veux dire, si on regarde les sources, hein, que nous donne la sociologie sur le vote musulman, par exemple, bah, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils votent avant tout comme les électeurs de gauche. C'est-à-dire, d'abord sur des soucis sociaux, et assez classiques de l'électorat de gauche. Ce qui n'empêche qu'effectivement, le fait d'avoir des gens qui, en plus, ne tapent pas sur, via l'islamophobie sur eux en permanence, ça aide, quoi. Et en fait aussi, pourquoi ils votent pour des discours de gauche? Parce qu'ils occupent pas n'importe quelle place dans la division raciste et sociale du travail. Parce qu'ils occupent pas n'importe quelle place dans, les positions que tu occupes quand ton corps, hein, est menacé de la violence de l'État, de façon plus régulière, dans tu la peux dire dans le graphique discrimination en directement, tu es sur logement. la chaîne où tu peux, hein. Oui, voilà, bah, dans le graphique, toi-même, tu sais, tu vois? Et juste un dernier aspect pour montrer, hein, que ce discours, comment dire? De complotisme sur le communautarisme, et cetera, et raciste, c'est aussi il y a une fixation sur les musulmans, mais je rappelle que 6 des Palestiniens sont chrétiens. À Gaza, une des plus vieilles églises du coin, qui est quand même le coin où le christianisme, comment dire, est né, a été rasé. Ils ont traité le pape d'antisémite à partir du moment où il a dit quand même, bombarder les gens, c'est pas bien, tu vois? Et Ouais. que cette grille de lecture religieuse, je trouve qu'on a fait un formidable travail dans le milieu militant collectivement, je veux dire, pour expliquer pourquoi c'était pas une question de conflit religieux.
c'est une question politique, que c'est une question de colonialisme, etc. Mais en tout cas, cette question de ces mecs d'extrême droite qui sont toujours en train de nous parler des chrétiens d'Orient, quand il s'agit de Palestiniens, ils en ont rien à foutre, tu vois. Et que crèvent ces gens. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire quand ils nous crachent dessus à la tête. Donc, genre, c'est vraiment, moi, je trouve ça hallucinant. Et en fait, c'est ça le problème, hein, c'est qu'il n'y a même pas un semblant d'arbitrage médiatique là-dessus. On est venu vraiment à un niveau de propagande qui, est, qui Eh ben, dépasse tout. le truc où ça se voit bien souvent, c'est dans les interviews avec Aymeric Caron, c'est parce que c'est un type qui est très habitué à la télé, qui se fait jamais piéger tellement par les éditocrates et tout, et qui est vraiment, mais tu sais, sur une ligne, genre, enfin, quand tu l'écoutes, en gros, ce qu'il te dit, c'est, bah voilà, moi je trouve que c'est pas bien de tuer des enfants, je condamne les crimes du 7 octobre, et puis je condamne aussi le fait que là, on est en train de brûler des enfants, et t'as les mecs qui pètent un cap, tu vois, genre, ils trouvent ça, mais genre, il a fini par se faire appeler Abou Emric, tu sais, El Varsailly par Sophia Aram, tu vois, et tout le monde trouvait ça normal, c'est limite, le mec, c'est devenu un islamiste radical, terroriste, je sais pas trop quoi, alors que sincèrement, quand t'écoutes son discours, il est pas en mode, il est pas en mode vive la résistance armée palestinienne, tu vois? C'est pas ça qu'il dit. Mais il y a ouais, les suprémacistes se lâchent, on va dire, et du coup, de manière globale, il se fait tacler de partout, quoi. Pour te dire à quel point c'est fou, tu vois, moi, j'interviens que sur un média. C'est le média. Je suis à domicile. C'est Radio Ça Courtoisie. se, entre guillemets, ça, non, mais tu vois, genre, je me sens pas en danger sur ce que je Oui, peux oui. dire ou quoi. Et j'ai débattu quand même sur ces questions. J'ai débattu notamment le 9 octobre. Ben, je t'assure que j'étais hyper stressé. C'est-à-dire, c'est que quand on a senti la pression, le mur médiatique arriver, il y avait tous les trucs pour apologie de terrorisme qui débarquaient ici et là, les chercheurs mis en cause, etc. Je flippais alors que je savais que jamais, comment dire, sur le plateau, j'aurais un problème. Alors, il y avait à un moment les débats avec Françoise de Gois, etc. Mais c'était vraiment étouffant au point que si moi, dans un média indépendant qui n'est pas lié, qui n'allait pas avoir un adversaire qui a de ce niveau de bêtises et de ce niveau d'atmosphère de plateau pour t'empêcher de parler, j'ai senti et j'en avais peur. Enfin, franchement, je faisais attention à tous mes mots, à trouver les bonnes formules. Je me dis que dans cet espace, je sais pas comment on fait les gens. Vraiment, moi, je suis admiratif. On se rend pas compte Ah ouais. de ce que c'est, quoi. Surtout que c'est très diff. Quand plus tu parles, plus des mots peuvent t'échapper, quoi. Tu sais, des fois, c'est pas grave. Là, tu vois, il y a 2 jours, au lieu de dire invasion, j'ai dit envahissement. Une fois, au lieu de dire déplacement, j'ai dit déplaçage. Bon, tu inventes des mots, tu fais des Ségolène Royal, c'est pas grave, tu vois. Mais genre, quand tu dis une connerie, ça peut aller beaucoup plus loin et ça t'appartient plus. Ça, franchement, dingue, dingue les débats qu'ils ont fait. Ouais, ouais. Bah, c'est de l'entraînement, mais de toute façon, c'est quand tu prends, Mélenchon, après Mélenchon, il a un talent oratoire aussi, tu vois? Mais il est dans des traquenards tout le temps, les mecs qui reprennent le moindre mot, et en général, il met en il met en slip les journalistes et tout, mais c'est une question d'habitude aussi, tu vois? Mais c'est vrai que c'est assez ouf comme truc. Est-ce qu'il y a des Ah, bah, questions dans c'est le fou. chat, pour Paul, ou est-ce qu'on là on s'est déjà dit pas mal de choses? Je pense que ça doit faire bien 1 h 30. Ouais, on a 1 h 30 de capsule, je pense que c'est pas mal. Ou est-ce que Paul, tu as des trucs à dire particuliers? Non, non, bah, ça aurait pu être plus un échange. J'avoue que tu m'as dit de faire des tunnels. Moi, j'ai fait des tunnels. C'est un mauvais jeu de mots. Ouais, mais moi, tu sais, autant quand je commande des sources et tout aussi, je me renseigne plus. Mais là, le but de recevoir quelqu'un qui vient avec une certaine expertise, même si tu pas l'expert maximal du truc, je veux dire, mais tu connais quand même bien le sujet et tout, c'est assez bien de t'entendre par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui pose une question sur l'ONU, comment se positionne l'ONU par rapport à ça? Ah, moi, je trouve que c'est intéressant ce que fait l'ONU. D'abord parce que si vous avez suivi Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU, si vous la suivez pas, allez la suivre, regardez. Elle a écrit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide. Elle multiplie les propositions véritablement de sanctions, hein. Donc, en gros, elle dit potentiellement, il faudrait suspendre Israël des Nations Unies. Il faudrait assez dans les sanctions sur les violations. Elle utilise clairement le terme de génocide. Elle documente tout ce qu'elle exprime en tant que juriste spécialisé du droit international. Très intéressant. Je pense que Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, comment dire, bah, il a quand même joué son rôle, quoi. Le problème de l'ONU, c'est que bien entendu, c'est comment dire, une fondation pour l'organisation de,
une fondation pour l'organisation des relations internationales qui est complètement biaisée par des rapports de force, hein, avec le fait qu'il y a des puissances, donc le Conseil de sécurité permanent, les membres permanents qui ont des droits de veto et qui sont comme par hasard, hein, parmi les plus grandes puissances grandes du monde qui bloquent, hein, la possibilité d'un fonctionnement véritablement collégial d'une société, hein, diplomatique internationale. Donc l'ONU a beaucoup été attaquée et beaucoup affaiblie par les déclarations israéliennes et par leurs actes, hein. Notamment si on regarde, je dirais, il y a, je sais plus combien, il faudrait regarder, mais je crois qu'il y a au moins 190 comment dire, employés de l'ONU qui ont été tués par Israël, hein. Et en fait, si ça n'avait pas été, comment dire, des employés de l'UNRWA, qui est donc l'organisation onusienne en charge de la question des réfugiés palestiniens, et s'ils n'avaient pas été majoritairement palestiniens, ça aurait été beaucoup moins accepté, hein. Donc l'ONU, elle a joué son rôle comme elle a pu, en vertu du fait qu'en vérité, elle a très peu de pouvoir, quoi. Elle a très peu de pouvoir à partir du moment où les puissances du Conseil de sécurité, qui sont le titre permanent de ce conseil, ne lui ont pas donné la possibilité d'un mandat, comment dire, politique plus puissant. Hein, parce que je rappelle qu'effectivement, l'ONU, elle a une force d'interposition, elle est capable normalement de pouvoir geler des conflits, etc. Mais pour ça, il faut bien entendu que dire, le Conseil de sécurité ait, comment dire? Et accepter cette mission et cetera, et que là, on n'est pas dans une situation comme celle-ci. Ça me fait penser un peu au débat sur l'UE au final, tu vois? C'est un peu, l'ONU, c'est ce qu'on en fait, tu vois? Est-ce qu'il y a un rapport de force possible à installer? Est-ce que c'est soutenu par des organisations? Quand l'UE, par exemple, quand la Grèce, se retrouve dans une sauce avec l'UE et que c'est soutenu par la France, par l'Allemagne, par tout le monde, bah oui, c'est une sauce de ouf. Par contre, quand, l'UE, n'a pas le pouvoir n'est pas suivie, par, des gros pays derrière, ben, elle a moins de pouvoir pour imposer ce qu'elle veut imposer, quoi. Et au final, l'ONU, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si l'ONU était soutenue par les États-Unis, par la Chine, par la France, par la Russie, ça aurait beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui, quoi. Mais je dirais que c'est même pire, tu vois? Parce que vraiment, en fait, je veux dire, en fait, les relations internationales, déjà, elles sont principalement guidées par le fait qu'il y a des intérêts, qui sont défendus par des États, tu vois? Et que toute rêve de transnationalité du pouvoir et cetera est souvent remis en cause par ce simple fait de traits de politique de base, tu vois? Mais en plus de ça, tu as une structure institutionnelle qui est complètement étouffée par ça et construite sur ça. Donc c'est vraiment terrifiant, hein, de voir que l'ONU, elle fait en fait, si tu veux, l'ONU, le seul avantage de l'ONU, c'est que c'est des endroits quand même où peuvent se déployer des rapports de force. Ce que je racontais sur l'UNESCO, sur tous ces organismes à côté, tu vois? Genre, c'est toujours utile parce que c'est quand même un lieu de lutte politique, tu vois? Mmh. D'ailleurs, souvent, on a cité les chiffres de l'ONU pour qu'ils apparaissent comme pas contestables, mais pouvoir parler des mêmes choses. Les rapports quand, tu vois? C'est les points d'appui sur la Ah lutte oui, et les oui, oui. Palestiniens le savent très bien, tu vois? C'était Et c'est important en ça débat, hein. l'avantage. Et quand tu Complètement. avais, justement, on parle d'Emeric Caron, lui, il est arrivé, il disait: «Ouais, ça, c'est l'ONU», tu vois? C'était pas, c'est le Hamas, tu vois? Si tu dis: «C'est le Hamas», Mmh c'est mh. pas pareil que c'est l'ONU, tu vois? Alors que c'était les mêmes chiffres au final, tu vois? Mais c'est sûr que c'était plus important, ouais. Mmh mh. Je sais plus ce que je voulais dire sur le mais ouais, mais par exemple, tu vois, il y a un truc qui est une dinguerie. Alors merde, j'ai oublié, avant je connaissais le nom de la résolution, mais à l'ONU, il y a un moment intéressant qui s'est passé. Donne-moi 2 secondes, hem, mais en gros, quand l'ONU a été aussi le gr à sa grande époque de construction, où l'ONU eut une partie de son heure de gloire, c'est le moment où l'ONU a été le théâtre de l'affrontement d'un monde qui voulait se décoloniser et de la mise en accusation des puissances coloniales. Et il y a pendant, longtemps, c'est-à-dire de 1975 à 1991, c'est la résolution 3379 et qui consistait à nommer le sionisme comme une forme de racisme, OK? Et ça pourrait paraître anecdotique, mais en fait, c'était hyper important parce qu'au nom de la reconnaissance, hein, du fait que le sionisme en tant que mouvement colonial était, une forme de racisme et de discrimination raciale systématique, bah, ça jouait dans le rapport de force en termes de droit, hein, sur ce que je disais tout à l'heure, l'encadrement des conflits armés,
non internationaux. Je crois que c'est ça, les CANI, conflits armés non internationaux. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des affrontements entre une puissance coloniale ou jugée raciste et des groupes armés qui doivent respecter le droit international, mais qui ont le droit de mener des combats contre l'occupation, le droit de résistance à une occupation. Et la base comme ça de cette résolution de l'Assemblée générale de l'ONU était très importante. Et en fait, ça a été supprimé comme condition sine qua non pour commencer les négociations à la conférence de Madrid de 1991, qui va être en fait le début des négociations de ce qu'on va appeler le processus d'Oslo pour 2 ans plus tard. Mais du coup, voilà, tu vois, l'ONU, elle a su jouer des moments quand même intéressants. Cette résolution 3379, c'est hyper important. Quand même, de 75 à 91, c'est assez long. Et sinon, je te dis, avant hein, comment dire, la catastrophe à laquelle on assiste en ce moment, il y a eu une vraie période dans laquelle ça a été un espace de combat des Palestiniens, justement parce que sur place, la situation était complètement étouffée par Mmh. un statu quo, c'est-à-dire un statu quo mortifère. En gros, on a l'impression qu'il se passe rien, mais dans ce s passe rien, il se passe tout, tu vois? Mais sans possibilité de mouvement, en fait, dans les rapports de force. Genre, moi, tu vois, la période où j'étais, je trouve que c'était ça qui était assoli étouffant, tu vois? C'est qu'il y avait une régularité des affrontements, une régularité des vagues de violence, mais sauf que c'était l'habitude, quoi. C'est que c'était tellement normalisé et tellement quotidien. Je sais pas, je trouvais ça, tu sais, c'est encore pire quand la violence n'est pas une survenue extraordinaire, mais qu'elle est le quotidien complètement habituel, et qu'il y a absolument aucune idée de qu'est-ce qui pourrait se passer et cetera. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça, que comment dire, par rapport aux tactiques qui ont été utilisées auparavant par les groupes et les factions armées palestiniennes, dire, il y a eu un changement de tactique et de volonté de sortir de la bande de Gaza, hein, avec, encore une fois, hein, le désastre du festival. Parce que c'est pas la même chose une opération militaire qui cible des postes, hein, de l'armée, et cetera et massacrer, un festival, de civils, tu vois? Moi, je fais la différence, en tout cas. Et désolé, Jacques Facile, une prochaine fois pour répondre à la question, sur le C'est Liban. c'est quoi? Ouais, tu des questions sur le Liban? Tu peux y répondre, hein, si tu as envie, hein. Vite fait, mais tu vois, il dit: «Est-ce que Paul a été surpris entre le traitement de Gaza et du Liban dans les médias?» dans le sens où en France, on a été quand même un peu plus nuancé sur le Liban, alors que le Gaza, on les a presque traités comme des animaux. Je suis parfaitement d'accord avec ce constat, hein, genre, en gros, pour la faire courte, la France, comment dire, a une sympathie, coloniale pour le Liban avec un rapport très ambivalent. On avait vu Macron se pointer, dire qu'il était la solution et cetera. Ils ont toujours, comment dire? Il faudrait rentrer dans les détails, mais effectivement, quand ça a commencé à chauffer sur le Liban, on a senti que ça embêtait la France un peu plus qu'à Gaza, quoi. Parce qu'il y a, des plus grands liens, parce qu'il y a une société libanaise qui est plus acceptable, hein, du point de vue, comment dire, français, notamment une partie de son élite, très francophile ou une partie des populations chrétiennes et cetera et que sur le Liban, on avait senti que le ton montait un peu en disant: «Il faut pas que ça déconne de trop». Au tout début, en tout cas, j'avais l'impression que ça allait faire plus réagir, un peu plus qu'à Gaza, mais très vite, au final, enfin, genre, ils ont quand même laissé, l'État d'Israël complètement, bombarder, la banlieue de Beyrouth, le sud de Beyrouth et tout le sud du pays. À partir du moment où, de nouveau, il y a eu ce même processus de séparation, il y a le Liban du Hezbollah et du Liban, en fait, chiite, qui résiste contre l'État d'Israël et le Liban auquel il faut pas trop toucher, quoi. Bref, désolé, je réponds en 2 secondes, mais en tout cas, je suis d'accord sur l'impression du 2 poids 2 mesures, hein, avec les spécificités de la relation franco-libanaise, à mon avis, qui se joue à plein de niveaux, quoi. Ouais, ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter là si ça se va et s'il y a plus d'autres, questions. En tout cas, on te remercie pour tes éclaircissements, j'allais dire tes éclairages, mais j'allais faire une, Ségolène Royal aussi. C'est pas même si c'est pas un mot inventé, c'est pas le bon mot. Tes éclaircissements par rapport à la situation. On va suivre ça de Merci de près m'avoir donc. invité, hein. Ouais, ça va sortir je sais pas quand, peut-être que on peut le sortir demain, donc on sera samedi, parce que là on dit samedi aux gens, mais les gens sur, YouTube, tu sais, on parlait de samedi Mmh 16, mais en fait ça va peut-être sortir, le samedi 16, voire après le samedi 16, selon et comment hésite on pas à fait. faire des coupes, hein, peut-être c'est indigeste aussi long que ça, hein. Ouais, on va voir, tu sais, les gens ils sont aussi là pour, enfin, je sais pas, je vais voir, mais je pense que c'est pas mal comme ça,
Tu assez clair, tu t'es pas répété particulièrement. Je pense que je vais cutter de 2-3 moments où tu bugs un peu. Même si on t'entend, tu sais, mais des fois, il y a un petit blanc et ça te rattrape d'un coup sur, Discord et donc du coup, on peut cutter le petit blanc, quoi. Sur ce, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, à vous abonner au réseau de Paul. Donc Paul, il est sur, Twitter, il est sur Insta. Tu es sur d'autres réseaux que ça? Ouais, bah, Blue Sky aussi, mais j'avoue que j'arrive pas du tout, à monter mon Insta. Je veux dire, donc si sur Insta vous voulez m'aider, genre peut-être c'est parce que je sais pas poster des trucs et tout, Je mais pense que c'est ouais, particulier Blue Insta, hein. Sky, Twitter ou Insta, ouais, je sais pas. Mais en fait, le décalage entre mon compte Twitter et Insta est tellement énorme que je me dis: «Bon, voilà». Ah ouais, mais lâcher, des takes politiques et tout, ça marche bien sur, Twitter, sur Insta, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois? Faut soit faire des réels où tu expliques peut-être des trucs, heu, soit des posts comme fait Kluxman là, tu sais, avec des trucs chocs, des phrases un peu chocs avec deux trois photos, mais bon, je suis pas sûr que ça marche facilement. J'ai pas de T'es sur pro qui bosse avec moi, tu vois? tu sur Copain d'avant aussi, il paraît? Ouais, je sais pas, je crois pas, non. Bon, sur ce, n'hésitez pas, à vous abonner à tout ça et sur ce